bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton! Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate. Épisode qui vient après le Tour de France, donc épisode qui, je vous préviens de suite, sera l'épisode un petit peu détente. On a un petit plan, mais bon, on n'a pas forcément énormément préparé. Logiquement, on devrait parler de la Vuelta, mais pas que. On va se projeter vers les championnats du monde. Pourquoi pas faire un petit détour par le Tour de l'Avenir. On ne sait pas encore trop comment ce podcast va s'organiser, mais on sait qu'il va se faire. Avec moi pour m'accompagner, alors déjà on a un duo de Johan, ça va être très compliqué là sur ce podcast, parce qu'on a deux. Donc déjà, alors... appelle-moi Johan sur celui-là, c'est pas grave. Allez, ok, allez, Johan. Bonjour. Bonjour. Hein. Voilà, donc Johan. Le seul et l'unique. Voilà, exactement. Et Alex, toujours là lui aussi. Et salut. Voilà, donc on est 4 autour de la table, donc au programme du jour, comme je l'ai dit, la Vuelta. Alors on va être honnête. Sur tout ce monde autour de la table là, je pense qu'il n'y a que Johan qui a vu la Vuelta dans son intégralité. On a tous plus intégralité, ou moins... faut pas déconner non plus. Ouais. Moi je vous le dis, hein, la Vuelta, hein. Tous les ans la Vuelta c'est la période à laquelle je commence un petit peu à décrocher. Hein. C'est mon épuisement cycliste, je la suis de loin. Là cette année j'ai quand même vu 6-7 étapes, je pense que c'est grosso modo la moyenne qu'on est à peu près tous dans ça quoi. Donc s'il y a quelques approximations, veuillez nous excuser, ça sera sans doute du fait qu'on n'a pas vu tout simplement toutes les étapes. Donc voilà, Vuelta, on va revenir. Comme je l'avais dit, la fin du podcast, ce sera sans doute sur les championnats du monde. On va essayer de faire des pronos, vite fait, une petite analyse du parcours, des forces en présence, etc. Donc voilà, pas seulement un podcast qui sera centré sur le bilan de la Vuelta, mais à mon avis, ça sera le cœur du truc. Et puis pourquoi pas au milieu. Moi, je voulais parler au début du Tour de l'Avenir. On en a discuté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire sur le Tour de l'Avenir ? Parce que je dois bien avouer que je n'avais aucune réponse à cette question. À part dire que Bernal a niqué tout le monde. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais bon, on verra si on fait une petite incursion dans ce Tour de l'Avenir. Toujours est-il qu'on va commencer du coup avec la Vuelta. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, la première question que je pose à chaque fois qu'on fait le petit bilan d'un Tour de France, d'un grand tour tout simplement. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Vuelta ? De ce que vous en avez vu, si vous n'avez pas tout vu. Johan, on va commencer par toi, parce que toi, tu as vu logiquement quasiment toute la Vuelta. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce grand tour, ce troisième grand tour de la saison ? Non, c'était une très belle Vuelta, mais il y a eu il y a eu des belles étapes, il y a eu du vrai cyclisme avec beaucoup de baroudeurs qui voulaient s'échapper tous les jours, donc ça roulait très vite. C'est dommage que Froome n'ait pas été plus inquiété, mais sinon, franchement, c'était intéressant. Ok. Johan, du coup, putain, je vous jure, ça va être compliqué ce podcast hein, avec les deux Johan là. Donc, Johan, à toi ? C'est intéressant, mais on n'a pas parlé. Johan n'en parle que 30 secondes. Non, en fait, on s'habitue à la Vuelta, je trouve. On s'habitue aux petites côtes en première semaine, et comme tu dis, on arrive un peu à saturation de la saison cycliste. Donc finalement, moi j'ai plutôt bien aimé aussi. J'avais mis un quart d'heure de vélo à la fin pour regarder la fin de l'étape. Et puis il y a eu quelques étapes intéressantes en effet, où ça coupait bien, enfin où ça roulait bien. Mais dans l'ensemble, ouais, pas trop mal pour une Vuelta. Ouais, mais je dois avouer, comme je le disais, moi c'est la période à laquelle je commence un petit peu à décrocher un petit peu. Je suis un petit peu la saison d'un peu plus de loin qu'auparavant. Mais là cette année, j'ai jamais autant suivi parce que j'ai quand même regardé 6 ou 7 étapes. Je crois que c'est un exploit pour moi, mais bon. Effectivement, une Vuelta plutôt... Moi aussi, j'ai pas mal aimé, même si je commence... Moi, ce qui m'insupporte avec cette Vuelta, c'est le fait que tous les jours, il y a une étape avec un coup de cul dans le final. Moi, je préfère les profils un petit peu variés. Donc, je dois bien avouer que ça, c'est encore... Alors, c'est moins extrême que sur les années précédentes où il y avait... Je crois qu'il y avait une année, il y avait 15 arrivées au sommet. C'était n'importe quoi. Elle avait que des arrivées avec des petites bosses de 3 bornes. C'était ridicule. Mais bon, c'est un petit peu moins le cas ces dernières années. Mais bon, c'est toujours un petit peu... Moi, c'est un petit peu trop à mon goût encore au niveau des étapes dans le genre puncher, etc. Mais bon, c'est presque l'identité de la Vuelta, donc voilà quoi. Ah bah c'est sûr qu'ils sont un peu foirés dans le sens où ils avaient une belle course et les étapes qui faisaient un peu la sélection et puis ils remettaient derrière une autre côte, une autre arrivée en côte et puis on finit sur l'Angliru. Donc forcément les mecs au bout d'un moment ils attaquent pas plus loin quoi. Mais genre les étapes 17-18 ou 18-19 je sais plus avec des petites bosses, des vallons et tout. Il y avait Contador qui attaquait, il attaquait tout seul parce que les autres ils disaient ouais il y a l'Angliru derrière ça sert à rien quoi. Donc, ils se gâchent quand même leur potentiel. Il y a Haru qui a attaqué aussi, qui a fait un
un petit raid solitaire là qui finalement n'a pas Ah, forcément Haru eu- était sur la Vuelta. Oui, alors vas-y Alex, ton avis sur la Volta? Ah, mais bon, moi j'ai juste regardé la 20e étape avec Contador qui avait gagné, donc je peux pas vraiment parler pour les attaques, les trucs comme ça. J'ai un peu suivi de loin, euh, comme l'on pourrait dire. J'ai juste vu que Froome avait complètement dominé la Vuelta comme à son habitude et que derrière on a eu de bonnes surprises, donc c'est sympathique. Ah, donc on apprend que Alex est sans doute le pire d'entre nous puisqu'il a suivi qu'une seule étape. Ah, c'est bon ça. Ah oui, j'ai regardé une seule étape à la télé. Mais qu'est-ce que tu fais là Alex? Hein? Mais oui. J'ai Non, mais regardé après- j'ai regardé comment dire, les résumés d'ASO derrière. Et après, tu dis que Froome a complètement dominé la Vuelta, mais bon, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il la gagne quand même. Donc, c'est justement pas une habitude. Enfin, même s'il est toujours protagoniste de la Vuelta, Froome, parce qu'il double quasiment tous les ans Tour Vuelta, c'est la première fois où vraiment il fait toute la course en tête. Parce que souvent, il a des espèces de jours sans sur les Vuelta précédentes. On le voyait, il terminait difficile 4e, 2e, 3e. Jamais il a gagné. Du coup. Moi, je trouve que, justement, contrairement aux années précédentes, même si Froome est encore une fois sur la Volta, cette année, il a vraiment préparé la Volta de façon spécifique. C'est d'ailleurs, c'était un truc qu'on avait un petit peu avancé lors du Tour de France. Quand on avait fait la présentation du Tour de France, on s'était rendu compte que c'était la saison où il arrivait au départ du Tour sans avoir gagné. Un petit peu on savait pas trop quelle était sa forme. Il n'avait pas montré grand-chose sur le début de saison. Et on avait soumis l'hypothèse que c'était justement parce que cette année, il préparait Tour de France et la Volta véritablement, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment de la Volta également un second objectif de sa saison. Et ben j'ai presque l'impression qu'on a tapé dans le mille parce que il s'est jamais montré, il a jamais failli sur cette Volta à part une étape où visiblement il a eu une petite hypoglycémie visiblement, hein, parce que dès le lendemain il était à nouveau sur pied. À noter que Christopher Froome a remporté la première victoire de sa saison sur la Vuelta, sur la 9e étape. Ouais, exactement aussi, ça c'est tout à fait vrai. Donc voilà, magnifique introduction pour parler justement de Christopher Froome et même globalement de la Sky sur cette Volta. La Sky qui, comme sur le Tour de France, en fait, a vraiment cadenassé la course, a été impitoyable, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, est-ce que les équipes peuvent faire... Je pense qu'on a déjà fait ce débat sur le bilan du Tour de France, mais on va le reposer, hein, on est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité véritablement de mettre en déroute cette équipe Sky quand elle est aussi forte que ça? Je sais pas ce que vous en pensez, Johan. C'est compliqué. Pour cette créée, écoute, je vais pas répondre à tes questions parce que je sais pas quoi répondre, mais je vais plutôt parler de Froome. Vas-y. Hein. Oui, c'est exactement ça. On le voyait sur les. Tu disais les autres années, il avait des jours sans. Je trouve que c'est pas vraiment des jours sans, c'est qu'il était moins fort et tu voyais qu'il l'école par exemple, il se laissait décrocher au début pour revenir à la fin. Ça, c'est quelque chose qu'il a jamais fait cette année, donc c'est un truc vraiment. Ça montre qu'il était vraiment beaucoup plus en condition cette année. Et la Sky a vraiment pris au sérieux aussi, plus au grand tour. Du coup, ils ont leur armada impitoyable. Euh, Il aurait peut-être fallu un parcours un peu plus comme celui du Giro avec des moins d'arrivées en côte pour déstabiliser la Sky, quoi. On en revient toujours au même débat. Donc c'est possible, mais c'est compliqué. Après, moi, ce qui m'impressionne le plus chez la Sky, c'est pas forcément de voir des mecs comme Pauls ou Lopez, enfin des vrais grimpeurs. Pauls. Allez. Pouls. Vous savez, c'est le running gag, hein, les prononciations de noms sur ce podcast. Donc voilà, hein, il en fallait un par émission, ça y est, c'est fait. C'est checké ça. Bon, tu ne l'avais jamais sorti celui-là. Ouais, parce que on n'en parle pas beaucoup de Monsieur Pouls. Hein, donc voilà. Le Hollandais de la Sky, lui, on a l'habitude de le voir très fort. On sait qu'il peut être très fort en montagne. Tous les grimpeurs de la Sky, on sait que c'est vraiment des top grimpeurs qui, dans n'importe quelle équipe, pourraient avoir un rôle de leader et viser pourquoi pas le top 10 sur un grand tour. Donc, Jenny Moscone, il Voilà. a surpris quand même, parce Alors, que quand il voilà, commence à traîner dans justement. l'école avec ses 80 kilos, c'est impressionnant. C'est le cœur de mon raisonnement. C'est-à-dire que ces grimpeurs, moi, ça me surprend pas de les voir vraiment arriver à faire des gros tempos et vraiment bien entourer leur leader sur les cols. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est effectivement, comme tu le dis, Moscone, c'est Puccio aussi. C'est ce genre de mecs qui sont absolument pas des grimpeurs à la base et qui arrivent quand même à faire des beaux tempos et à tenir assez loin sur les étapes de montagne. Bon, même s'ils accompagnent pas jusqu'au sommet parce que c'est pas leur rôle. Mais je trouve impressionnant. Vraiment, on revient un petit peu à l'image qu'on avait de la Sky, qu'on a encore de la Sky, qui est une équipe
qui terraforme ces coureurs pour en faire tous des grimpeurs pour participer à leur train, quoi. Qui les transforme au fur et à mesure de leur formation pour en faire des échelons de leur fusée en montagne, quoi. Alors que c'est des mecs, Puccio, c'est un mec qui est censé être un classic man à l'origine. Je crois qu'il a fait, il a gagné à Paris-Roubaix Espoir, ou il a fait en tout cas, il a fait des performances chez les Espoirs sur les C'est un pavés. mini sprinter, Oui, Puccio, à voilà, la il a une base. bonne pointe de vitesse aussi. Bon, même si sur ces dernières années, quand même, il n'a pas été à la hauteur des espoirs qui étaient passés en lui, mais bon. Voilà, et Moscon qui fait 5ème de Paris-Roubaix cette année, qui là, sur les cols espagnols, enfin, il voltige presque, quoi. Et Enfin, Moscon avait déjà un passé où il avait prouvé qu'il pouvait déjà passer de gros cols. Je pense à la route du Sud où il avait fait une belle. Je crois que c'était l'étape qui arrivait à Gavarnie où Moscon avait vraiment résisté jusqu'au bout. Il avait terminé meilleur jaune ou alors vraiment pas loin. Donc, et attends, je regarde l'étape. Il y avait quand même Tourmalet, Gabarois, Gavarnie. Ça fait un gros enchaînement et Moscon a terminé avec Rigoberto Urán quand même. Donc. ah, Il avait déjà un bon passif d'assez bon grimpeur. et Moscon, je viens de Ouais, vérifier, je parle- il fait je pas parle- 80 ouais. kilos, il fait 69 kilos, hein, selon Pro Cycling Stats, hein, donc n'exagérons non pas. mais oui, heureusement, parce que sinon, sinon c'est le nouveau Indurain là. Euh, C'est pas le Windurine, c'est en fait Moscon sur la Vuelta, c'est un peu le Kwiatkowski du Tour, quoi. Non, moi je trouve que c'est plus. C'est le Classic Man qui s'est transformé et qui grimpe. Ouais, mais Kwiatkowski est beaucoup plus fin et plus léger. Moi je trouve que c'est Mm. plus comme Edvald Boasson-Hagen qui faisait les pieds de colle aussi quand il était chez ouais, Sky. ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, parce que Katowski aussi, mine de rien, quand il était chez Quick-Step, il a fait 11e du classement général d'un Tour de France. Même si c'est un mec qui est très fort sur les classiques, on a vu qu'il avait également fait que dans l'école, vu son gabarit, il arrivait à se débrouiller aussi. Donc je trouve que c'est moins surprenant Bon, après, Momscon est beaucoup plus, fait, un coureur beaucoup plus jeune, beaucoup plus nouveau, quoi, aussi. Donc on ne sait pas trop où sont ses limites, hein. Visiblement, la montagne, ça n'a pas l'air de lui faire trop peur, quoi. On peut le façonner comme on veut. Ah bah, alors s'il reste chez Sky, j'ai bien peur qu'on le façonne en mode grimpeur-rouleur, hein. Voilà, faut à voir. Bon, en même temps, Katowski, on pensait la même chose, qu'il allait se faire complètement transformer, et finalement, il arrive à performer aussi sur les classiques, donc il arrive à faire un petit peu de tout, quoi. Donc, à voir comment s'oriente le Moscon. Et même les prochains coureurs qui arrivent chez Sky, parce qu'on va en reparler, je pense, dans le podcast, mais les Sky, ils sont préparés pour les années à venir, hein. Au niveau recrutement, ils font pas semblant. Des choses à rajouter sur la Sky ou sur Froome, parce que voilà, j'ai interrogé Johan, et vous êtes intervenu un petit peu ici et là, mais bon, Alex, Johan, des choses à rajouter que vous auriez pas dit? Bah moi je pense que le problème de la Sky c'est pas que la Sky, c'est surtout Froome, c'est que à chaque fois que Froome a été intouchable, irréprochable, la Sky a été irréprochable avec lui. L'année dernière, quand Froome il se fait piéger sur l'étape Formigal, il me semble, je suis pas sûr, avec toute son équipe elle fail avec lui. Là cette année, Froome il est au top, son équipe elle est au top. Et je pense que c'est toujours le même problème, c'est que si la Sky n'avait pas Froome, pour l'instant elle aurait toujours que le Grand Tour, le Tour de France avec Wiggins, c'est aucun autre Grand Tour, donc. Non, Pas- mais c'est clair et net que sans avoir un gros leader, tu peux pas briguer la victoire sur un grand tour. En fait, la force de. Enfin, Froome est très fort, mais ce qui fait la force de son équipe fait que il est très fort, mais qu'à aucun moment, une fois qu'il a pris les commandes, il ne peut être renversé grâce à son équipe. En fait, la force de Froome lui permet de prendre véritablement les commandes du grand tour et sur certaines étapes de prendre l'avance, mais la force de son équipe l'empêche d'être à aucun moment mis en difficulté quasiment, sauf lorsqu'il est personnellement en hippo ou dans un jour sans, que ce soit sur le Tour de France là avec l'arrivée à l'Altiport ou là sur l'étape de cette Volta où il a eu visiblement une hypoglycémie. À part si il est personnellement en difficulté, son équipe sera toujours là pour justement cadenasser la course et faire d'un point de vue tactique, il est hyper difficile de le prendre en défaut parce qu'il a tellement de personnel autour de lui. Équipier. Voilà, qu'à aucun moment les offensives de loin peuvent vraiment être efficaces contre la Sky. À moins de. En fait, faudrait éliminer tous les équipiers qu'il a autour de lui pour tenter des choses de loin. Et c'est quasiment impossible dans l'état actuel des choses. Bah, c'est Ouais. impossible aussi. C'est impossible aussi sur cette Volta où tu finis toujours par une course de côte raide et où tu arrives avec un peloton groupé en bas, Aussi, t'as ouais. rien à faire. Enfin, même si Froome se retrouve tout seul, comme on a pu le voir sur le tour, c'est pas dit que les leaders attaqueraient Christopher Froome. Sur la Vuelta, plus quand même. Parce que la Vuelta, il y a moins l'impression de résultat. Donc je pense qu'il aurait plus été attaqué sur un grand tour avec moins d'enjeux. Et puis sur la Volta, t'avais Contador Zakarin, c'est autre chose que Bardet Warren, quoi. Voilà, comme ça, hop.
Petit tacle Sur cette gratuit. Ah, c'était totalement gratuit. Ok, Réaliste. ok. D'ailleurs, la Sky a noté qu'ils ont quasiment fait la même chose qu'au Tour de France, c'est-à-dire avoir un membre, donc le vainqueur Christopher Froome, un membre au pied du podium qui a failli être Pouls, et un membre qui a failli être lanterne rouge, c'est-à-dire Jan Stannard qui finit 148e sur 158. Oh, magnifique comparaison. Voilà. Mais moi je vous le dis, hein, moi je fais le même bilan qu'au sortir du Tour de France. Hein, j'entends beaucoup de gens qui disent c'est insupportable, la Sky il surdomine, mais fait bon, hein, les gars, ils ont l'équipe pour, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Moi je vous dis, notre salut vient des équipes du golf, hein, qui ont des potentiels de budget astronomiques et qui seront, à mon avis, les seuls dans les années à venir à pouvoir concurrencer la Sky niveau budget et donc à pouvoir concurrencer la Sky niveau effectif potentiel. Donc moi, je suivrai dans les années à venir UAE. Bon, Bahreïn Merida, j'ai l'impression qu'ils font moins d'investissement, mais UAE, ils commencent à mettre les bifetons sur la table. Moi, j'attends de voir Tu te rends compte que UAE, c'est l'équipe de Louis Menges et de Rui Costa. Ouais, Donc bah ouais. t'attends des offensives de Louis Menges et de Rui Costa. Alors non, moi, Ils vont recruter Fabio Aru, non? voilà, d'ici quelques saisons, Louis Mentiès et Rui Costa, ils seront des équipiers, des vrais leaders de l'équipe UAE. Moi, c'est ça que je vois venir. En Mais fait. Louis Mentiès, il est à Dimension Data l'an prochain. Ouais. Oui, voilà aussi, ouais. Oui, c'est effectivement, j'avais zappé ça. Mais bon, pour dire que moi, je vous dis, dans les années à venir, heureusement qu'en fait que les équipes du golf arrivent avec des budgets astronomiques et heureusement qu'ils vont se construire des effectifs qui pourront, à mon avis, concurrencer ceux de la Sky. Finalement, ça va être le seul sport, le cyclisme, où les gens vont voir d'un bon oeil les investissements qataris, quoi. Pozzo Vivo chez UAE aussi. Non, il est chez Mérida, non? Chez Bahreïn, il est avec Ouais, il Nibali, part à non Bahreïn. Il est chez Bahreïn? Avec Je Nibali, pensais il est, je qu'il crois. était chez UAE. Non, il va faire le duo droit Bien sûr. avec Nibali. Oh là 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 là. Allez, changeons. Passons à quelque chose de plus positif. Passons à Contador, au fait qu'il nous a régalé sur cette Vuelta. Alors, les avis divergent, hein, parce qu'il y a des gens qui... Alors voilà, justement, quel est votre point de vue sur la retraite de Contador? Parce qu'on a les deux versions. On a les gens qui sont dévastés parce que Contador, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est un mec qui dynamite véritablement les courses. Hein. Sur ça, il n'y a pas vraiment de débat. C'est un type qui tente, qui a pas peur de mettre les cojones, comme on dit, sur la table pour tenter des choses de loin, même si elles sont vouées à l'échec, juste pour la beauté du geste, entre guillemets. Mais en même temps, Contador, on peut pas le nier non plus, c'est un mec qui a quand même un passif. Hein. On est certain qu'au bout d'un moment, il a fauté, il a été suspendu. Hein. Donc, comment vous voyez la retraite de Contador? Est-ce que c'est un regret parce que c'est un grand coureur très offensif qui s'en va? Ou est-ce que c'est bon débarras parce que c'est quand même un mec qui représente ce qui va pas dans le vélo? Quel est votre point de vue sur ça? Johan, tiens, je te laisse commencer. Moi, il va me manquer. Mais en fait, c'est parce que ces dernières années, il est très offensif, il attaque tout le temps, mais il gagne jamais. Du coup, moi, ça me convenait assez bien. Donc, ouais, franchement, s'il n'avait pas été sur cette Vuelta Contador, on se serait encore plus fait chier que ennuyé, on va dire, que ce qu'on sait, enfin, que d'habitude. Et ouais, non, Contador, faut quand même, on peut pas lui enlever ça, c'est lui, ça gagne rien, quoi. Je crois qu'il y a une stat, il a fait 7 ou 8 grands tours, il a fait aucun podium à côté. Donc ça montre enfin voilà, il ose et quand on voit qu'il a osé presque à toutes les étapes presque sur cette Vuelta et qu'il n'a pas payé le contre-coup, j'espère que ça pourrait inspirer certains autres aussi de faire des efforts plus régulièrement et de voir qu'on peut quand même gagner à Languirou le 20e jour sans problème malgré des attaques avant, quoi. Non, mais oui, effectivement, Contador, je suis un peu moi aussi, je suis un peu partagé. Je me dis que c'est un type qui, effectivement, quand il est sur la course, tu sais qu'il va y avoir du spectacle, mais on peut pas nier que voilà, son passif est également là et que pour beaucoup, il représente ce qui allait mal dans le vélo il y a encore quelques années. Donc voilà, c'est un sentiment mitigé maintenant qu'il parle à la retraite. Mais c'est clair et net que sans Contador, sans Zakharine et sans... Oui, encore, Chavez cette année, Chavez sur cette Vuelta, on l'a pas vu finalement si offensif que ça. Il a tenté 2-3 échappées quand il était largué. Ouais, mais Chavez, il a la moitié de ses jambes. Aussi, on va en reparler. Oui, peut-être. Chavez cette année, c'est pas. Ah bah, On voit très bien qu'il est pas au top de sa forme. Clairement. Mais voilà, mais sans Contador, sans Zakharine, on aurait eu une Vuelta très morne. Hein. Contador, Zakharine, sans doute les deux mecs les plus conspués du peloton en matière de dopage quand même. C'est quand même, voilà, c'est le côté un petit peu. Zakharine, presque à tort, parce que enfin, il a été chopé parce qu'il était dans les jeunesses russes, donc bon, c'est dur de pas avoir des produits qui traînent, quoi, mais depuis, enfin. Ouais, depuis, il n'y a rien, quoi. Alors moi, Zakharine, moi je l'ai prévu. Officiellement. Je l'ai prévu pour après. Moi j'avais envie d'en parler de Zakharine, il n'y a pas de souci.
Moi, je prépare une petite plaidoirie pour Zakharine et il n'y a pas de souci. Du coup, Contador, voilà, moi, le fait qu'il parte à la retraite, c'est un sentiment mitigé. À la fois, voilà, on tourne la page, mais en même temps, voilà, c'est un mec qui faisait du spectacle en moins dans le peloton, quoi. Et puis, on s'était posé la question en début de saison dans un podcast, est-ce que Contador allait gagner quelque chose cette année, voilà, avant qu'il parte à la retraite, parce que il a cumulé les deuxièmes places en début de saison, c'est hallucinant, hein, regardez son palmarès, c'est impressionnant. Il a la deuxième place sur le Tour d'Andalousie, sur le Tour de Catalogne, sur le Tour du Pays Basque, sur le Paris-Nice. Enfin, il a fait qu'enchaîner ça sans décrocher de victoire. Et ben, je trouve qu'en fait, c'est une belle conclusion cette victoire au sommet de l'Angliru parce que sans ça, ça aurait eu un petit sentiment d'inachevé. J'ai envie de dire que il part par la grande porte et voilà, on est content, quoi. Johan, ton avis sur El Pistolero? Bah, moi j'ai toujours bien aimé Contador et je continue de bien l'aimer et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait sur cette Vuelta, mais le problème c'est qu'avec tous les gens autour qui disaient ah quel grand coureur, ah qu'est-ce qui va nous manquer, ah qu'il est beau, ah qu'il est fort, et c'était dur de vraiment totalement apprécier ce qu'il faisait parce que par rapport à ce qu'il avait fait, enfin ses anciennes pratiques et des choses comme ça, et du coup de voir tout le monde l'acclamer, ça m'a mis franchement mal à l'aise. Et franchement quand il a gagné au sommet de l'Angliru, moi j'avais qu'une envie, c'est que Pouls revienne et aille chercher la victoire, quoi. Mais Oh non. Ah oui, ah, quand même. ah non, oui, ça m'a énervé vraiment. Bon, après, Enfin, on est dans le domaine du sport, hein. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. C'est soit les gens sont complètement pour, soit ils sont complètement contre, hein. C'est l'histoire de ces disciplines, hein. Dans le sport, c'est pareil. Au foot, soit tu es complètement supporter, soit tu détestes une équipe. Enfin, il y a très peu de demi-mesure, donc c'est forcé que dans le vélo, et quand t'adores, c'est souvent c'est tout noir ou tout blanc, hein. Et c'est pareil avec la Sky, hein. C'est fait... surtout qu'à Angliru, il s'est fait traîner par Enric Mas sur la moitié du col là. Enfin, c'était juste absolument dégueulasse, quoi. Mais ça a toujours existé. Les gens qui commencent à s'emballer sur ce genre de détails parce que oui, les coureurs espagnols c'est d'entre eux, les coureurs français font pareil. Enfin, les gars, ça a toujours existé, ça existera toujours, hein. T'as dit, il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas, on est soit tout blanc, soit tout noir. Bah, moi, justement, je vais te contredire là-dessus. Moi, je suis un peu au milieu, je suis un peu mitigé, un peu comme Johan. Euh, J'aime beaucoup Contador en termes de coureur, mais que depuis les 2, 3 dernières années, où il fait vraiment du cyclisme offensif, le cyclisme qu'on aime avec toutes ces attaques de loin, où il fout le bordel sur des étapes. Mais en même temps, j'aime pas complètement Contador, j'aime pas ce statut de dieu comme certains sur le forum l'appellent, ou le grand El Pistolero, blablabla, parce que justement c'est quelqu'un qui a eu des affaires de dopage dans les années 2010, 2011, et justement c'est quelqu'un qui représente un retour, comment est-ce que je peux formuler ça? Un retour triomphant en mieux, en fait, ce qu'on attendait de lui quand il ne se dopait pas. Je ne sais pas si c'était très très clair. Dans ma tête, ça, c'est censé, mais Ouais, non, mais en fait, il je a un suis petit pas peu très très clair. je comparais presque un petit peu au statut qu'a Valverde. Bon, même si Valverde lui gagne beaucoup plus, mais c'est un petit peu pareil. On sait que Valverde, l'affaire Puerto, là quand même, il était un petit peu. Enfin, on savait qu'il était dans le lot, mais mine de rien, on est tous admiratifs de ce qu'il a fait derrière cette affaire parce qu'il a réussi à revenir à son peu meilleur niveau. Et on a réussi à. Enfin, il est monstrueux. Après, Valverde, après, il y a l'attitude en course. Il y en a qui disent que c'est un raton, il y en a qui disent que c'est pas un raton, mais dans le statut Pas qu'il a. comparer Valverde à Non, Contador. non, non, mais pas au niveau de l'attitude en course, mais je parle vraiment au niveau du statut dans le peloton. C'est-à-dire que c'est un mec Oui, voilà, c'est ça. on sait qu'il a un passif, mais on sait aussi que actuellement, dans le cyclisme actuel qui est plus propre, on en est sûr qu'il y a quelques années où c'était n'importe quoi, il a réussi à revenir à son meilleur niveau, donc il y a beaucoup de gens qui l'admirent pour ça et qui, voilà, bon après, je compare pas les deux styles de course, hein, rien à voir, mais Bah, après le fait avec Valverde et Contador, c'est aussi que c'est deux mecs super sympas. Voilà. Donc dans le peloton, ils sont hyper appréciés en fait, même s'ils ont leur passif et qu'il y a forcément des petites tensions par rapport à ça, mais du coup, ils sont super appréciés dans les pelotons et aussi par les suiveurs. Même si Valverde a certaines choses, genre le championnat du monde 2013 qui compte, mais voilà quoi. aussi, ouais, j'avoue. Ok, très bien, très bien. Donc, grosso modo, cette retraite pour Contador, est-ce que c'est le bon moment? Oui ou non? Je vous fais un petit coup de tour de table, je pense qu'on va tous dire à peu près oui, mais bon. C'est la bonne porte de sortie, cette victoire à l'Angliru? Oui, non? Non. Ah. Oui. Ah. Qui c'est qui a dit non?
Bah moi, Vas-y. moi je trouve que le fait de vouloir absolument sortir par la grande porte, ça n'a pas un grand intérêt. Tu cours jusqu'à ce que tu as envie de courir et je trouve que, à mon avis, Contador, enfin, je serais même pas surpris si jamais il revenait l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que ça se voit qu'il a quand même encore envie de courir. Mais moi, pour moi, tu cours jusqu'à ce que tu plus envie. Tu veux pas absolument finir sur une bonne note, ça n'a pas un immense intérêt. Et je dois bien avouer que moi aussi, je m'attends un petit peu à ce que ce soit pas forcément la retraite définitive d'Alberto, parce que ça fait 3 ans qu'il dit oui, je m'arrête. Non, je m'arrête pas. Rien que cette année, c'était le bordel. Au début, oui, je continue une saison, puis en fait, non, j'ai signé pour 2 ans, et puis en fait, non, je m'arrête à la fin de l'année. Fait, c'est ultra flou, hein. Moi, on a l'impression qu'il est vraiment pas décidé sur ce qu'il va faire. Alors après, est-ce que c'est les médias qui relaient des mauvaises informations et après ça se mélange et du coup c'était pour ça que c'était le bordel. Mais j'ai quand même un peu l'impression que ça vient de lui aussi, que lui-même il est pas forcément hyper sûr de ce qu'il veut faire dans les années à venir. Non, je pense qu'il est décidé maintenant. Ah. Enfin, là, l'histoire est tellement belle avec l'Angliru et la célébration qu'il a fait à Madrid pour terminer. Mm. Euh, je pense que c'est un truc qu'il a comblé. Je pense que ça a vraiment refermé la page du cyclisme pour lui. Et même, il a toujours envie de courir, mais tu vois, cette année, quand même, que ses performances, elles sont. Enfin, il n'arrive plus à gagner, quoi. Et pour un mec qui veut que gagner, je pense pas qu'il puisse continuer dans le peloton juste pour être équipier ou juste pour viser le place d'honneur, quoi. Et là, il finit sur une très belle victoire. Pour moi, ça le comble et ça. Je le vois pas revenir. Bon, après Mais maintenant, c'est un peu ça. Vas-y, vas-y. C'est Alberto Contador à la base. Moi, je me suis dit avant la Vuelta, il va rien gagner. Il va sortir sur une Vuelta où il va faire un fond de top 10 comme d'habitude. D'ailleurs, on disait au Tour, c'est la saison de trop de Contador. Il aurait dû s'arrêter l'année dernière, etc. Et oui, effectivement. Moi, je pense que Contador a bien fait de s'arrêter. Et justement, cette belle victoire à Languirou, plus tout le triomphe qu'il a eu à Madrid, c'est le moment idéal de s'arrêter et pas faire la saison de trop où il risque justement d'être complètement transparent l'année prochaine, de faire des petites attaques par-ci par-là, de gagner la classique à Morebieta et puis voilà quoi. Ouais, bon après, je suis d'accord sur. Justement, moi je le vois, c'est une belle conclusion cette Vuelta, donc à mon avis ça va le calmer pour un an, mais comme le dit Johan, vous voyez, dans 2 ans là, s'il y a un moment où il peut revenir, c'est justement après avoir passé un an sans vélo, je sais pas si ça peut pas le titiller à nouveau. Après, pour ce qui va dans le sens de sa retraite, c'est que maintenant enfin, il a son équipe, la Fondation Contador, là, fait une équipe de jeunes qui pourrait peut-être lui servir un petit peu de méthadone pour le vélo, quoi. C'est-à-dire que il pourrait se jeter à fond là-dedans et oublier le vélo grâce à ça, quoi. Parce que je me demande si elle passe pas Continental, c'est l'année prochaine, son équipe. Ça parlait de quelque chose comme ça, non? Je sais plus. Mais c'est vrai qu'il est vachement investi dedans. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc je pense qu'il pourra vivre à travers ça. Parlons de la petite affaire, la petite polémique de cette Volta. C'est l'affaire Sunweb avec le Warren Barguil qui se fait virer par son équipe parce qu'il a choisi de ne pas aider son équipier et leader Wilco Kelderman. Wilco Kelderman qui, rappelons-le, termine quand même 4ème de cette Volta. Ce qui est quand même... Sunweb sur les grands tours cette année, c'est costaud, hein. Vainqueur du Giro, Barguil, maillot à poids 10ème et 2 étapes du Tour de France. Et donc Kelderman, 4ème de la Volta, hein. C'est très régulier. Donc voilà. Le fait que Warren Barguil, visiblement, s'en aille en très mauvais termes, hein, on va pas se mentir, avec son équipe actuelle, il s'en va et il rejoint du coup l'équipe de monsieur de Fortunéo. Fortunéo, il rejoint. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de l'affaire de Barguil? Alors, on va pas faire non plus discuter 10 ans là-dessus. Je pense que c'est un avis rapide sur cette pseudo-polémique, sur voilà, comment vous vous positionnez dans cette affaire. Allez, Alex, je te laisse commencer. Bah, j'ai pas vraiment trop compris pourquoi Barguil a été viré. Enfin, pourquoi la punition pour ne pas avoir aidé Kelderman a été aussi sévère comme ça. Bien sûr, Kelderman pouvait viser un podium sur cette Vuelta et justement le fait que Barguil n'ait pas aidé l'a peut-être probablement condamné à rester 4ème. Mais on pouvait pas le savoir à l'époque et peut-être que Barguil avait les jambes pour aller chercher la victoire et que le DS lui a dit non, tu restes là. Donc, bien sûr, ça fout les boules. Après, je pense que Barguil aurait dû juste obéir aux ordres du directeur sportif et que c'est plutôt lui en tort. Après, la sanction est un peu lourde parce qu'être exclu de la Vuelta pour un truc comme ça, bon. Mais après, bon,
sans doute mieux pour lui parce qu'il aurait vécu un véritable enfer au sein de l'équipe après cet incident. Donc, je Ouais, suis c'est pas assez faux. mitigé. Ouais, mais je suis un peu d'accord sur le fait que des mecs qui se font virer d'une Volta comme ça. Souvent, en fait, les gens qui se font virer pour des problèmes de comportement, c'est des trucs qui se passent hors course, hein. Je me rappelle, il y avait les Schleck qui étaient rentrés bourrés, je crois, hein. Bah, il y a Christian Odeking qui a refait ça cette année, Ah hein, il s'est fait voilà, ouais, virer pour voilà, du c'est vent. ça. Mais je me rappelle, il y avait les Schleck qui étaient allés picoler un soir d'une étape de la Non, Volta. c'était Andy Ah, et c'était Stuart juste. Barney. Ah voilà, donc il y avait que Ah, c'est Andy Schleck, gratuit. ok. Qui était rentré, qui s'était fait virer de son équipe à cause de ça. Mais il fait Après plusieurs fois, hein, c'était. pour des problèmes. C'était Plusieurs pas vieilles. un one-off. Ouais, Ouais, mais- ils les avaient épiés, enfin, ils savaient que c'était les trouver quoi quand ils les avaient chopés. ouais. Par contre, pour des problèmes en course directement, j'ai fait de mémoire, j'ai pas d'énormes affaires qui me reviennent en tête là. Je sais pas si c'est votre cas. Qu'est-ce que vous avez pensé allez, Johan? Bah en fait, enfin, surtout qu'apparemment ils sont au moins fortement engueulés. Sinon, limite, ils commencent à se taper le soir dans le bus, au briefing ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi. C'est pas juste, il l'a pas attendu Ouais. mais enfin, je pense que si ça commençait vraiment à partir en couille entre les deux, fallait sortir plutôt Barguil parce que Kelderman c'est leur cours de l'année prochaine, c'est celui qui avait plus ou moins programmé directement à Vuelta. Enfin, c'était la carte la plus ou moins la plus sûre. Et en tout cas, celle qui allait mieux dans les intérêts de l'équipe. Donc je pense que sortir Barguil, c'était logique parce que c'est deux mecs qui peuvent pas se blairer, qui commencent à s'engueuler tous les soirs, tu peux rien faire. Après, je pense que Barguil n'aurait pas dû attendre Kelderman de toute façon. C'est absolument débile de faire attendre un mec qui est 20 secondes derrière alors que les deux sont au même classement, au même niveau au classement général à ce moment-là, quoi. Bon, après oui, c'est vrai que les deux ont un passif parce qu'il y a une interview où Barguil dit de toute façon Kelderman il roule jamais, fait ce genre de choses. Oui, disons qu'ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde avant même le début de la Volta, il me semble, hein. Donc il y avait ça a dû jouer un petit peu sur le sur le fait que la situation s'est envenimée très rapidement, hein, à mon avis. Et puis c'est clair et net que s'il y en avait un des deux qui allait se faire virer, c'était clairement Barguil, hein, sachant que Kellerman était avec eux comme tu le disais dans les années à venir, alors que Barguil s'en allait. C'est clair et net qu'ils allaient privilégier celui-là. Et puis Barguil, c'est celui qui a désobéi, entre guillemets. Parce que c'est le directeur sportif avait clairement dit à Barguil de ralentir, et c'est lui qui a, entre guillemets, a fauté. Kellerman, moi, je trouve pas quelque chose à lui reprocher, à part la rigueur. Bah, c'est ça justement. C'est s'il y en avait un à virer, si il fallait choisir, moi, pareil, j'aurais choisi Barguil parce que c'est lui qui désobéit aux ordres du directeur sportif de pas attendre Kelderman et c'est lui qui met tout le monde dans cette situation à la base. Kelderman aussi, je pense, c'est l'année prochaine, sera peut-être le grand lieutenant du Moulin sur le Tour. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent pas trop, le chouchouter un peu et le garder un peu en confiance. Johan? Ouais, en fait, tout le débat qu'on a là à ce moment, ça prouve juste une chose, c'est que la communication de Sunweb autour de l'incident, c'était zéro, quoi. En gros, soit eux, officiellement, ils ont dit qu'ils l'ont viré parce qu'il a désobéi aux ordres, mais donc soit c'est juste ça et la sanction est vraiment extrême, soit il y a effectivement tout un passif derrière qu'on connaît pas avec Barguil qui aurait fait sa forte tête depuis plusieurs jours ou voire semaines et qui, avec le conflit final le soir d'étape. Mais dans ce cas, il faut le dire, quoi. Parce que là, ils ont juste créé des polémiques qui pouvaient au mieux déstabiliser l'équipe. Et il n'y a qu'à voir derrière comment on est à débattre, à dire oui, mais si, et ça, et si, et ça. Et Sunweb a complètement dégradé son image. Il y a eu même des tweets je crois que c'était Preller aussi qui se barrait, qui comprenait pas, qui a remis en question l'équipe sur Twitter. Euh, Enfin, oui, Sunweb aurait dû beaucoup mieux gérer la communication, même s'il y avait des raisons de virer Barguil. Bah, après Sunweb je trouve, a une tradition de pas savoir gérer ses effectifs et de se prendre la tête avec leurs coureurs et que les coureurs se barrent et en disant allez tous vous faire foutre et voilà. C'est Ok. dommage. Bon, voilà, on va pas non plus s'attarder trop sur cette affaire, on a fait à peu près le tour. Du coup, pour conclure sur la Volta, avant de passer à autre chose, peut-être le moment entre guillemets, des top et flops, là, si vous avez des noms à mettre en avant, pour de bonnes ou mauvaises raisons, pour des bonnes ou mauvaises performances, c'est le moment, là, on va faire un petit tour de table. Alors moi j'ai noté quelques noms, moi je me les réserve pour la fin si jamais vous ne les avez pas cités. Qui est prêt, qui a déjà deux trois noms en tête, qu'il est prêt à nous distiller de façon très rapide?
C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est prêt, qu'il n'y a personne qui a Joli. noté. Ok, je retiens. Non, je peux y aller si tu veux. Si j'en ai deux. Allez, vas-y, Alex, commence et après on enchaînera avec Yohan. Michael Woods, déjà. Que moi, personnellement, j'attendais absolument pas à ce niveau parce que Michael Woods, de base, c'est un puncher. Il a fait de bons trucs sur le Tour Down Under, mais il n'avait pas de grosses références en montagne. Et là, il fait 7ème de la Vuelta, il sort d'absolument nulle part. Donc j'ai trouvé que c'était Il sort du hyper bois. impressionnant. Oh, Oh là là, bravo. bravo. Il a fait aussi une bonne campagne de Classique Ardennes cette année quand même. Il fait dans les Bah deux oui, premiers, justement, je Mais crois. c'est un puncher. Ouais. C'est ce que Après, je dis. c'est un profil ultra particulier. C'est un mec qui s'est mis au vélo à 27 ou 28 ans, hein, parce c'était un coureur de fond à la base. Il fait partie de ces cyclistes qui sont arrivés super tard et qui du coup, voilà, le mec a 30 barreaux, je crois, et voilà, il débarque et à sa deuxième ou troisième saison pro, il est déjà dans le top 10 d'une Vuelta, quoi. Bravo à lui, quoi, mais c'est le genre de coureur où en fait il y a pas de logique dans leur progression ou voilà, les mecs grillent des étapes parce qu'ils sont à la base c'est pas du tout un cycliste mais c'est déjà un athlète de haut niveau, quoi. D'autres noms ou quelqu'un qui veut réagir sur Michael Woods? Je suis content. Ah, bravo. Vas-y Alex, du coup un deuxième nom à donner. Deuxième nom, Sergio Pardia. Je l'ai absolument pas vu venir. Top 15, voilà. Donc, à ma connaissance, c'est son premier top 15 sur un grand tour de sa carrière. Il semble il a plus de 30 ans. Donc, voilà, c'est sympathique pour lui. Donc son dernier Et- aussi sans doute. Oui, enfin bon, voilà. Mais c'est encore quelqu'un était sur le deuxième, voire troisième rideau de grimpeur et qui a fait au final une très belle Vuelta. Et c'est cool pour lui, du coup. Ok. Non, enfin, non, on peut pas dire ça. Enfin voilà, c'est typiquement le top 15 dont on se fout, quoi. Après après le top 10, ouais, top 12 sur cette Vuelta, il y a personne qui joue le général. Le top mecs 12, qui il y a sont le là, Matches, hein. Non, je dis le top 12, ouais. Un 13e, Et, c'est Haru. Hein. Ouais, À bref. noter qu'il finit devant Romain Bardet, quand même. Ouais, enfin, il finit à Deuxième 23 du minutes. tour. Il finit à 23 minutes, quoi. Sa Vuelta aurait été beaucoup plus réussie s'il avait terminé 30ème et qu'il avait claqué une étape, quoi. Là, Pardia, personne ne se retiendra qu'il a fait un top 15, quoi. Bon, Désolé ça pour lui lui, permettra de décrocher une année de plus chez la Cara Rural ou je sais pas où est-ce qu'il Il va est. falloir me dire quand même les gens qui défendent Bardet qui est 17ème et qui crachent sur Pardia parce qu'il est 15ème. Ah, eh ben alors allons-y, parlons-en. Parce Ah que bah, ça excusez-moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout, monsieur. Alors, qui c'est qui voulait parler? Je crois que Johan, tu voulais parler de Bardet, pourquoi pas? Bah, Bardet a fait une très belle Vuelta. C'est son première fois qu'il double deux grands tours. On l'a vu sur beaucoup d'étapes de montagne. Il a été à l'attaque, il a été très présent. Il a fait quelques super montées. Enfin, il n'a pas réussi à claquer d'étapes parce qu'il n'a pas eu la chance, l'occasion, tout ça. Mais franchement, il a fait un super Vuelta. Il n'y a rien à redire sur ce qu'il a fait. C'est clairement ça. Enfin, Bardet, on l'a vu à l'attaque, pour une fois. Il était dans les échappées, il s'est montré, il a fait 1, 2, 3, 4 top 10, et dont 2 top 5 sur des étapes. Et Alex, si tu veux comparer ça à Pardia, il a fait un top 8 sur une étape où il s'est fait larguer par 3 minutes par Sander Armé. Donc, je vois pas comment on peut défendre Pardia face à Bardet. J'avoue, là, tu es dans une lutte assez inégale, là. Alex, je sais pas comment tu vas t'en sortir, mais bon. Des choses à rajouter? Bardet qui a même fait un top 5 à la pédale sur l'observatoire, la première que Miguel Angel Lopez y gagne. Mais il fait même un top 4 aussi en Andorre aussi. début, oui, sur une des premières étapes, la troisième étape, Bardet est dans les tout premiers aussi, hein. C'est un des. Ouais, il c'est est ça, avec ouais. Froome, etc., avec Chavez. Pas mal du tout, ouais. Alex, est-ce que tu veux continuer à défendre Pardia? Est-ce que tu veux nous citer un autre nom ou est-ce qu'on on passe à un autre flop ou un top? Vous pouvez passer un autre top, Pas de je souci. réfléchis. Johan, je crois que j'avais dit que c'était à toi après Alex. Est-ce que tu as des noms Alors, distillés? non, pour la vanne, je vais dire quand même que Louis Meintjes, il a moins de 2 minutes de faire un top 10. Et donc ça aurait fait 2 top 10 la même année sur des grands tours. Et il n'y a que Froome, Nibali, Contador et Zakharine qui l'ont fait cette année. Donc on aurait peut-être pu rajouter Meintjes à ce quatuor. Du coup, c'est TJ Van Garderen, notre top 10. Voilà.
Moi, je l'ai mis dans mes tops, hein, je vous dis TJ. Le retour, il est là. L'année prochaine, il fera au moins un top 15 sur le Tour de France. Moi, marquez mes mots. Voilà. Mais d'ailleurs, ça fait mal de voir quand tu vois comment TJ était bien dans les premières étapes et on l'a quand même vu plusieurs fois devant, TJ, et de voir qu'il est que 2 minutes devant Wences, ça fait mal au cœur quand même. Même Roche a tenu vachement longtemps, hein. Moi, j'étais impressionné par. Bon, il a fini par craquer, hein, parce que faut pas déconner, c'est Roche, quoi. Mais voilà, quoi. Roche a tenu vachement longtemps. Même si des fois, il nous sort des Vuelta improbables où il termine dans les 10 premiers. Dans les 5. Je sais pas si tu te rappelles, le tout premier podcast de l'année quand on avait présenté les équipes, j'avais dit Roche c'était un top recrutement et il pouvait faire top 10 sur la Vuelta. J'ai cru que j'allais fanfaronner et puis finalement il a craqué. Ouais, non, mais. Le problème de Roche, c'est qu'en fait, une fois qu'il est largué. Enfin, c'était le problème qu'il avait chez AG2R, c'est que c'est le mec, c'est typiquement le coureur qui explose complètement une fois qu'il est largué du groupe des leaders. C'est pas un mec qui va assurer, pas un Zubeldia, pas un Brajkovic qui va monter tranquillement à son rythme. Alors lui, tu peux être sûr que s'il se fait larguer du groupe où il y a le maillot jaune ou le maillot rouge, tu le retrouves 3 minutes derrière au sommet, hein, parce que c'est le mec. Alors, il a sans doute un petit peu. J'espère pour lui qu'au fur et à mesure que les saisons passent, il a pris de l'expérience et qu'il arrive un peu mieux à se gérer. Mais quand il était chez AG2R, qu'il était encore jeune, c'était son principal problème. Il prenait des cartouches dès qu'il était largué. C'était désespérant, hein. Mais bon, voilà. Johan, je te laisse continuer dans tes top flops. Ouais, je t'en citais 2 autres quand même. Le premier c'est Ilnur Zakarin, forcément qui fait son premier podium de Grand Tour. Et il a fait une Vuelta très similaire au Giro, tu vois, où il est arrivé un peu en manque de conditions, il était un peu derrière sur les premières étapes, et puis il finit très fort la dernière semaine. Et moi j'étais content pour lui qu'il puisse faire son podium en étant à l'attaque. Je l'avais noté, Zakarin, hein. Si personne n'en parlait, moi je vous dis, Zakarin, c'est un coureur que j'aime de plus en plus, hein. On en a mis plein la tronche quand il a débarqué, parce qu'il avait un passif effectivement de s'être fait choper chez les jeunes. Mais Zakarin, au-delà que des fois il fait des choses tactiquement, on comprend pas ce qui se passe dans sa tête, hein, on va pas se mentir. Mais en matière de coureur offensif et qui tente des choses, il se pose là, quoi, mine de rien, hein. Moi j'ai aucun. Cette année, mis à part sur le Tour d'Abu Dhabi où j'ai pas compris ce qu'il a fait avec Costa, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Quand je commençais à suivre le vélo il y a en 2012-2013, je sais plus, moi j'étais un peu à fond sur Kelderman et quand Zakarin a explosé, je l'ai craché dessus aussi. Et là j'étais très content que Zakarin batte Kelderman pour le podium, quoi. Ouais, bon, voilà, Zakarin, faut qu'il progresse en descente, hein, parce qu'il a un peu de mal, mais sinon, voilà. Comme Woods. Pas faux. Alors, et l'autre que je voulais citer, c'est pas un coureur, c'est une équipe, la Lotto Soudal, qui a fait une super Vuelta, toujours dans son esprit baroudeur, et qui claque 4 étapes improbables. Enfin, De Gendt, c'est pas si improbable que ça, même s'il a gagné au sprint. Mais qui aurait pu dire que Marcinski allait gagner 2 étapes et que Armé allait gagner une première étape aussi? Je sais plus si c'est leur première victoire professionnelle à tous les deux ou pas, mais c'est incroyable de mettre autant dans le mille quand ils se sont échappés, la Lotto Soudal. Marcinski, je crois qu'il avait déjà gagné une étape de la Volta, hein, il me semble, précédemment. Quand il était chez Vacances Soleil, il me semble. Et là, je fais appel au très fond de ma mémoire, donc je vais vérifier ça de suite, mais... Je ne crois pas. Alors, le temps que je vérifie, tu peux meubler, évidemment, mais... Mais alors, quelqu'un a quelque chose à dire pour réagir à ma... Lotto Soudal, au départ, elle a perdu Raphaël Valls, ce qui, moi, m'a bien embêté, parce que je l'avais sur Rival. J'attendais à ce qu'il fasse une grosse perf au général. Mais du coup, ouais, c'est vachement bien rattrapé, quoi. Après un Tour de France qui était franchement assez pourri, alors qu'elle est arrivée avec une équipe de gros gaziers. Là, elle est arrivée avec une équipe où on avait l'impression qu'il n'y avait que des mecs de seconde division, enfin un peu les Marcinski, qui tu disais non mais le mec il fait encore du vélo, qu'est-ce qui se passe? Et puis non, ils étaient super forts, quoi. Alors, je vous confirme. D'ailleurs, Raphaël Valls, ça fait 2 ans de suite qu'il vise la Vuelta et 2 ans de suite qu'il se blesse à 1 semaine ou 2 semaines de la Vuelta et que finalement il fait une saison blanche. Ah bah lui, c'est un poissard comme c'est pas possible. Et sinon, je vous confirme que j'ai dit absolument n'importe quoi sur Marcinski, hein, voilà. Au cas où que vous en doutiez. Mais en fait, putain, mais c'est dingue ça. Alors, 2012-2013. Alors, il me semble que j'ai confondu, c'était pas une victoire d'étape, mais je crois qu'il avait fait 13ème d'une Vuelta. Voilà. Waouh, mémoire de ouf. En 2012, il fait 13ème de la Vuelta España. Voilà, c'est ça la performance, entre guillemets, remarquable qu'il ait fait sur une Vuelta. C'était pas une étape, excusez-moi, c'était une 13ème place au classement final. Voilà. À peu près ce qu'a fait Mantiès maintenant, hein, c'est vous dire le niveau. À peu près ce qu'a fait Pardilla l'autre jour, et on voit que ça a vachement marqué les esprits.
Ça a marqué le mien. Hein. Moi, j'avais un souvenir de Marcinski sur une Volta. Moi, je suis le seul sur Terre, mais c'est comme ça. Ok, des choses à rajouter ou on passe au top et flop de Johan? Si quelqu'un... Oui, non? Bon, ben Johan, on te laisse la parole du coup. Bah déjà il y a des noms qu'on peut citer un peu pêle-mêle comme coureurs qui ont bien réussi leur coup. Il y a Nibali qui a fait 2 podiums dans l'année sur les grands tours. C'est solide. Il y a Julien Lafilippe qui gagne sa première étape sur un grand tour. Il y a Kelderman qui enfin confirme que oui, c'est un coureur qui sait enchaîner les courses par étapes. Enfin, enchaîner les étapes et qui fait 4ème. Heureusement pas sur le podium parce que sérieux quoi. Enfin, dans le genre aucune initiative, c'est quand même pas mal. Il avait fait 7ème dans le Giro, je crois, il me semble. Donc il avait Ouais, déjà mais montré un truc. Sur 3 Ouais, mais semaines. c'était quand même moins. Enfin, oui, mais c'était quand même un peu moins plus C'était le pire que ce qu'il Giro a de fait ces là. dernières années aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, le Giro, c'était quoi? C'était 2014? 2014, Ouais, c'est ça. je crois, ouais. Oh, c'était abominable, quoi. C'était affreux. Il y avait tous les coureurs qui attendaient, qui faisaient rien. Il y avait Pierre Roland qui attaquait tout seul. Enfin, c'était affreux. Il y a Wout Poels qui fait 6ème, ça doit être son meilleur résultat sur un grand tour, parce que Wout Poels, c'est un coureur qui est ultra pas régulier. Et sinon, je trouve il y a plein de comme il y a eu enfin, il y a eu très peu de sprints parce que forcément il y avait pas de sprinter, il y a quasiment pas d'étape au sprint, il y a Trentin qui a tout chopé. Mais du coup, il y a eu plein d'étapes avec des baroudeurs, donc ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu voir plein de baroudeurs un peu se mettre en avant. Donc déjà, je trouve que la Movistar fait une fin de saison absolument catastrophique, mais on a vu plein de coureurs un peu se mettre en avant, comme Carapaz et surtout Marc Soler. Même si Marc Soler, on attendait à ce qu'il soit un coureur pour le général, mais au final, il a fait beaucoup d'étapes en échappée, on l'a beaucoup vu. Il y a José Joaquim Rojas qui a fait une super Vuelta aussi, même si bon, il est toujours aussi incapable de gagner, quoi. Mais des trucs comme ça, ah bah oui. Ouais, tu vois, la seule étape où il roule, c'est l'étape où il ne doit pas rouler, quoi. Enfin, c'est Ah oui. c'est Il emmène hallucinant. Trentin sur un plateau. Ah tiens, j'ai le mec le plus rapide de la course dans ma roue. Ah, je vais rouler. Et sinon aussi, un truc qui m'a fait plaisir, c'est Mathiej Mohoric qui gagne sa première étape de la Vuelta, sa première vraie course pro presque, parce qu'une étape du Tour de Hainan, enfin franchement quoi. Et enfin il confirme ce qu'il a fait avec son doublé junior et sport en championnat du monde, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ouais, Et puis, bah, il a mis du temps avant d'arriver à faire. bah, après il a 22 ans en vrai, parce qu'il Mais oui. comme il était champion du monde espoir première année et qu'il est passé pro tout de suite derrière, en fait Il est passé pro à 18 ans, je crois. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec, avec Johan. J'étais content aussi de voir Mohoric enfin performer. Et ouais, dans l'ensemble, il y avait pas mal de jeunes qui ont un peu confirmé aussi avec. C'est quoi, c'est Polan qui gagne une étape aussi, je crois? Je dis peut-être de la merde. Ça, c'est sur le Giro, ça. il Ouais, y a Denis Foll qui gagne une étape de manière totalement improbable. Ouais, c'est ça. aussi. Avec Ouais. l'exploit Ah non, que ça de on- carrière. Là. Sinon, il y a Lutsenko qui a gagné une étape aussi en Ah voilà, je costaud. confonds avec Lutsenko, c'est ça. Et Lampart au sprint. Enfin, Ouais, sur au une des sprint premières étapes, là. sur- Ouais. Ouais, sur la deuxième étape. Il a fait une Postelberger. D'ailleurs, du coup, on peut lancer le. Est-ce que Lampard aurait dû être exclu de la Vuelta pour avoir privé Matteo Trentin du maillot vert sur cette étape? Débat. J'avoue. Ah, et d'ailleurs, moi, ça me permet de faire une magnifique transition pour justement parler un de mes gros flops, c'est-à-dire les sprints. C'est-à-dire que bon, la Vuelta n'a jamais été le domaine des sprinteurs, on va pas se mentir. On a vu quand même des Degenkolb ou même des Greipel il y a quelques années. Fait, il y avait quand même toujours des sprinteurs qui étaient à peu près présents, même si c'était pas un plateau aussi énorme que sur le Tour de France ou le Giro. Mais là, pour que Trentin, qui est un bon sprinter, qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui est avant tout un mec qui a une bonne pointe de vitesse et qui est redoutable sur les étapes un peu difficiles, pour que ce soit Trentin qui fasse une razzia, mais c'est... Moi, je suis désespéré par le plateau de sprinteurs qu'il y avait sur cette Volta. Alors qu'il y avait un parcours, c'est ça aussi qui m'énervait quand je parlais du parcours au tout début du podcast, c'est-à-dire qu'il y avait que des petites arrivées avec des coups de cul là, et il y avait très peu d'étapes pour sprinteurs. Et voilà où est-ce qu'on en est lorsqu'on fait un parcours qui est vraiment pas destiné aux sprinteurs, qui ont 3 étapes pour s'exprimer. Il y a personne quoi. Modolo, on l'a pas vu de la course. Il y avait Degenkolb aussi, mais qui a été invisible. Enfin bon, à part ces deux-là qui font partie à la rigueur des sprinteurs pas trop mauvais du peloton, il y avait absolument personne. Mais moi, je suis désespéré de voir que ce soit Trentin qui se bastonne avec Van Asbroek et je sais pas qui c'est. Et Lorenzo Manzin. Bah, il y Lorenzo avait Manzin, Sacha quoi. Modolo. Hein. Il y avait Ouais, Sacha Modolo qui est Modolo, passé il a complètement fait- à côté de son. Voilà, il a fait 2 Son top super. 10, on l'a plus revu, et Degenkolb pareil fait. Moi, je suis désespéré par ce plateau, c'est dégueulasse. Bah Moi après,
Après, qui aime bien après, les moi je sprints, je suis très content pour Trentin qui est un coureur qui pour moi est complètement sous-estimé et à Quick-Step qui se fait complètement barrer la route par les autres coureurs sur les Flandriennes, alors clairement c'est un des meilleurs. Mais ouais, sinon c'est quand même très triste de voir qu'à chaque fois il y a Trentin qui s'impose avec 3 vélos d'avance parce que derrière il y a Tom Van Asbroek quoi. Bah, Trentin, c'est quoi? Il aurait C'est pu avoir. c'est un mec qui a un profil à la, je sais pas, à la Colbrelli, hein, un truc Bah, comme ça. après, Vraiment un mec Après, pour les Trentin, courses difficiles. Quoi. Trentin, il a déjà aligné Sagan sur un sprint à Nancy, donc c'est pas un mauvais sprinter tout court, mais c'est clair qu'il n'y avait pas de sprinter de référence. Ouais, Il y Sagan, en avait un autre, c'était Kort Nielsen, mais il a travaillé pour Chavez et les Yates. Ah oui, Kurt Nielsen. Voilà, aussi, voilà. j'ai oublié. Ouais, bah, Oui. dans les On l'avait faits, quoi, complètement c'est. oublié celui-là. Et Kort Nielsen, il a fait une super montée de colle sur l'étape de Languerou. Ouais. Mais bon, du coup, c'est il a ça. fait un sprint, celui de la Vuelta, celui de la dernière étape où il est enfermé. Et sinon, il y a même des fois où il était vachement bien placé dans le final. Je sais plus c'était quelle étape, en Foucault longtemps, je crois, où il s'est retourné, il a vu qu'il n'y avait pas ses grimpeurs dans la roue. Et alors qu'il aurait pu jouer l'étape, il s'est relevé pour attendre ses grimpeurs. Donc, bon, bah. Hmm. C'est dommage. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. C'était aux mecs qui font les tracés de la Volta. Et voilà, les gars, réveillez-vous. Pour avoir Lorenzo Menzin qui fait des podiums sur vos sprints, c'est qu'il y a quand même un problème. Hein. Voilà. Bon, avec tout le respect que j'ai pour Lorenzo Menzin. Après, mais pour bon. défendre Manzin sur le dernier Manzin. jour, son podium. Ouais, bah, Oh là ouais, là. enfin, c'est déjà Ouais, un je problème. l'ai ça, dit, cette fois. je l'ai dit à l'italienne, moi, Menzin. Ouais, bah. Non, mais après, pour défendre Monza, sur le dernier jour, enfin, si tu regardes le final, il est toujours hyper bien placé, il est lucide, il se replace tout le temps. Et quand tu le voyais dans les classements, il était toujours dans l'avant-dernier groupe et tout. Je pense qu'il avait vraiment les jambes sur la fin. Et sa deuxième place, il a fait quand même vraiment à la jambe, à la lucidité, à la fraîcheur. Donc, je trouve que c'est plus encourageant pour lui que complètement dévalorisant pour la Vuelta, sa Non, deuxième mais- place. Qui puisse jouer vraiment les premiers rôles dans des sprints sur un grand tour sur la Volta, ben, tant mieux pour lui. Hein, mais c'est-à-dire que je remets pas en question le fait qu'il ait fait une très bonne Volta. Je remets en question le fait que la start list était dégueulasse au départ. Hein, voilà. Quand tu as Søren Kragh Andersen, Garcia Cortina, c'est des mecs, à aucun moment, c'est des mecs qui. Bah, dans Ivan un Garcia grand- Cortina, il a fait une super étape à Gijon, là, la 18e ou la 19e, là, il fait un raid solo pour anticiper l'attaque de Bardet dans la bosse. Puis après, il se reprendre sur la fin, il passe pas loin de gagner l'étape devant Thomas de Gent. C'est une belle révélation, je trouve, cette Vuelta. Voilà, pareil, attends. Kenneth Van Bilsen, ce type avait disparu depuis 2 ans, là, depuis qu'il avait gagné le Grand Prix de la Marseillaise. Et, enfin bon, la Volta révèle des sprinteurs qui sont normalement des troisièmes. En fait, sur la Volta, c'est même plus des seconds couteaux, c'est des troisièmes couteaux qui viennent pour jouer les top 5. Enfin, moi, c'est ça qui je trouve hallucinant, alors que c'est censé être un grand tour, quoi. Il faut un petit peu de standing. Bon, voilà, bon, après, si ces coureurs peuvent en profiter parce que les organisateurs font n'importe quoi avec leur parcours, tant mieux pour eux, mais bon. Et un mec dont on n'a pas parlé aussi, c'est Miguel André Lopez, le petit Colombien qui, cette année, il arrive à terminer dans le top 10 de la Volta, et il gagne 2 étapes. Enfin, vraiment, c'est l'après-Haru du côté de chez Astana, hein, on a envie de dire, qui se dessine là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, déjà, il faudra qu'il arrête de se blesser tout le temps, ce serait pas mal. Voilà, et chuter accessoirement, mais bon. Hein. Là, il a passé 3 semaines sans chuter, quand même, bel exploit de sa part. On peut dire qu'il est sur la bonne voie. Non, mais il a fait une super Vuelta. Enfin, il a gagné 2 étapes. À un moment, on a cru qu'il allait monter sur le podium. Il craque un peu à la fin parce qu'il est encore un peu jeune, un peu torne. Mais non, franchement, c'est super. Les Colombiens ils ont trouvé un autre vainqueur potentiel de grand tour avec Quintana. C'est très bien pour eux. Oui, on n'oublie pas Chavez, même s'il a fait une sale saison, mais bon. Et Après, parce que Chavez, mine de rien, Chavez, l'année prochaine, s'il retrouve son niveau d'il y a 2 ans, ça va envoyer du lourd pour les grands tours. Après, Ouais. Chavez, même il y a 2 ans, c'était pas le meilleur grimpeur du peloton non plus. C'était un coureur qui courait très bien et qui était très fort de manière globale, mais c'est pas comme Quintana ou Miguel Angel Lopez qui peut sortir tout le monde à la pédale de la roue, quoi, non plus. Bon, voilà. Bon, après, Chavez, très sincèrement, moi, je m'attendais à ce qu'il éclate tout le monde. En fait, je m'attendais que ce soit le principal challenger de Froome, du fait de sa fraîcheur. Mais en fait, force est de constater que sa blessure l'a quand même bien handicapé. Au-delà de la simple fraîcheur, il lui fallait aussi un petit peu de conditions. Et visiblement, il était complètement à court. Hein. Et j'étais un petit peu déçu, Bah, je dois de même fait. l'avouer. Bah, de fait, dans les flottes, il y a toute l'équipe Orica. Parce qu'ils arrivaient avec Chavez et les 2 frères Yates, on se dit, mais ils vont pouvoir concurrencer la Sky, ça va être énorme. Et puis, les 3 se foirent. Il y a Kort Nielsen qui fait pas un seul sprint. Enfin, c'est pas. Bah, après, les 2 Yates, ils avaient un grand tour chacun dans Ils les avaient jambes, Egg aussi.
Oui, j'avais Et Jacquet Jacquet qui est au fait un des Volca qu'on a le plus vu au final sur la Vuelta. Il faisait les échappées tout le temps. Il a failli claquer son étape plusieurs fois d'ailleurs. Sinon, dans les flops, Fabio Haro. Ça fait quand même 2 fois en 2 ans qu'il craque sur la dernière étape de montagne et qui sort du top 10. Bah, sinon, il y a Rafael Majka ou Bob Jungels qui ont raté un peu leur Vuelta. Bon, Bob Jungels, Jungels, préparation il a pour le fait championnat du 2 monde. échappées et puis c'est tout. Donc, Il ouais, c'est ça, après, peaufiner c'est la la forme prépa. pour le chrono quoi, des championnats du monde. De toute façon, Jungles, il est gaze en montagne, je l'ai toujours dit. Allez, ça c'est fait. Et puis plus que Majka, c'est Bora dans son ensemble aussi, qui ratait, je trouve. Bah, ils ont gagné une étape, mais bon. Il y a Polianski ici, il est pas passé loin de gagner Pour une l'instant, il est étape. pas mauvais, ouais. Messieurs, je pense qu'il est temps de conclure notre partie Volta de ce podcast parce que là, hein, on a à peu près. Moi, je suis à mon maximum de mes connaissances de la Volta, hein, de ce que j'ai vu. Je peux pas dire grand chose de plus. Du coup, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Alors là, je vous laisse décider. Est-ce que vous voulez aborder ne serait-ce que pendant 30 secondes le Tour de l'Avenir, histoire qu'on puisse se dire oui, on en a parlé du Tour de l'Avenir dans ce podcast? Ou est-ce que vous voulez passer directement au championnat du monde? Le Tour de l'Avenir, c'était chiant. Il y a eu que des sprints, et après, il y a eu que des étapes de montagne contrôlées par l'équipe de Colombie. C'est dommage parce que le Tour de l'Avenir, enfin par exemple, il y a eu 2 ans ou 3 ans, je crois, il y avait des étapes de plaine, tous les jours ça partait en grosse bataille et des coureurs de partout. Là, cette année, on a eu 5 étapes où il y a eu 5 voire 6 étapes, je crois, où il y a eu rien. Après la C'est première étape de plaine, il y avait une échappée royale, il y avait Sivakov, il y avait Bernal et tout dans l'échappée. C'était Ouais, mais n'importe quoi. ça a pas abouti, c'est Oui. dommage. Certes, oui, après, mais ça avait commencé quand même de façon potentiellement intéressante. Donc, sur le Tour de l'Avenir, voilà, Bernal qui gagne, on va vers une. Enfin, la logique est respectée, c'était lui le grandissime favori, il avait une équipe colombienne sympathique autour de lui. C'est le Tour de l'Avenir de la Sky. Hein. Exactement. L'autre recrue de la Sky, Sivakov, malheureusement, c'est la déception. Il a Sivakov, non. Sivakov. C'est le trait à nation avant qu'ils soient nationalisés là. Voilà. Alors pour l'instant, il est russe. On verra s'il passera français. Mais toujours est-il que lui aussi est recruté par la Sky l'année prochaine. Mais là, il faisait partie des favoris pour ce Tour de l'Avenir. Il a terminé, je crois, 24e. Enfin, il a pris. Ouais, mais il a fait toute la saison sur le pont. Voilà, Il a gagné plein de trucs autant. Hein. C'est ça. Il a gagné le Baby Giro. Enfin, ça fait plus comme ça maintenant. C'est toujours le Ça Baby Giro. s'appelle le Giro Ciclistico d'Italia. Voilà. Donc il a gagné l'ancien Baby Giro, donc qui s'appelle désormais ce que tu viens de dire. Il a gagné. Il a pas fait le Ronald, un truc comme ça là. Non, il a gagné, comment ça s'appelle, la course de la paix, je crois, un truc comme ça. Peut-être la ronde de Isard aussi. Donc, Ouais, bon, il a fait une saison de ouf et il a craqué juste sur le Tour de l'Avenir. Donc on peut pas trop lui en vouloir, mais bon, voilà. Mais à noter que lui aussi sera l'année prochaine chez Sky. Donc quand je disais tout à l'heure qu'ils recrutaient pour l'avenir à Sky, ils font pas semblant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce Tour de l'Avenir? la Sky recrute aussi les sprinters, vu qu'ils prennent Loles qui a gagné l'étape et Alvorsen Oui. qui a gagné l'étape. Aussi, ouais. Le seul qui leur a échappé, c'est finalement Odeg. Il y a Paules aussi qui est parti chez l'Auto Jumbo. Ah oui, Paules, ouais. Lui aussi fait partie des mecs qui se sont ratés sur ce tour parce que lui aussi il est loin au général. Alors qu'il arrivait à suivre au début. Il a craqué sur la fin, il me semble, de mémoire. Ça remonte, hein, là, les gars. Hein. Le Tour de l'Avenir, là, vous faites appel à ma mémoire à long terme. Hein. Et elle est catastrophique, hein, je le dis à chaque fois. Que dire. Donc voilà, comme je disais, il y avait aussi Odeg, le Colombien, sprinter colombien, qui lui, on sait pas où est-ce qu'il va l'année prochaine, Odeg. En même temps, je pense que personne, enfin, je sais pas s'il le connaissait tout court, parce que c'est un peu la révélation, quoi. Qui est capable de réviser au sprint avec Alvorsen, qui est le champion du monde espoir l'année dernière au Qatar. Donc, je pense qu'il n'avait pas forcément de contact avec les équipes et que les équipes l'ont vu débarquer. Attends, on a déjà les contrats pour l'année prochaine, on va pas commencer à faire quelque chose pour lui, donc c'est l'année prochaine qu'il faudra voir, quoi. Voilà. Donc avec Gaviria, on va peut-être avoir un second mec capable de faire des trucs sur les sprints au niveau international d'ici quelques saisons. Il va se sentir un petit peu moins seul, peut-être, Fernando. Qu'est-ce qui s'est passé après sur ce Tour de l'Avenir, hein? On fait ça vite fait. Hein. Je vous laisse la libre antenne. Là. Si vous avez un truc à dire sur le Tour de l'Avenir auquel je pense pas, là, j'essaie de faire le bilan dans ma tête. Là. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de citer? Si, belle performance du Danois Egg, qui faisait pas partie des favoris au départ et qui termine sur le podium. Donc, bien joué à lui. Comme Ça va être bien prévu. quand il y aura Jacques Egg à côté de Egg, ça va être magnifique. Ah ouais, magnifique, ouais. Pour peu qu'il se fasse amener par Poul ou Pouls,
Oh putain. Ah, attention, là on a touché le fond, les gars. On passe du coup au championnat du monde. Championnat du monde qui commence demain, hein, si je ne m'abuse, puisqu'on est samedi. Hein, on enregistre l'émission le samedi. Logiquement, ça Ouais, commence mais ce sera pas demain quand tu balanceras l'émission. Donc Oui, mais bon, voilà, je donne un petit peu de ce qui se passe en interne. Là, vous savez exactement où est-ce qu'on en est, etc. Donc, les championnats du monde qui commencent très bientôt. Alors là, ça va être un petit peu la petite preview. On va pas non plus faire X temps dessus, mais bon, on va alors évidemment, tradition oblige, lorsqu'on fait des petites previews, on va passer sur les pronostics vers la fin. Mais avant même de faire ça, vite fait parler peut-être du parcours. Comment vous voyez la course? Est-ce que vous voyez un sprinter qui passe bien les bosses s'imposer? Un puncher? Qu'est-ce que vous voyez arriver sur ces championnats du monde qui se dérouleront, on a oublié de le dire, en Norvège, à Oslo, non? Oui? Bergen. Oh putain, j'ai oublié le nom de la ville. Je savais que c'était en Norvège, j'étais là. Alors, la capitale, c'est où? Oh putain, la totale. Alors, allez-y, championnat du monde de Bergen. Johan, je te laisse me dire, qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Qu'est-ce qui va s'imposer là-bas? moi, je pense qu'il manque une bosse. Ils auraient dû rajouter une bosse sur la deuxième partie du parcours. Là, en l'état, c'est un peu juste pour les attaquants, en fait, je pense. Parce qu'il y a quand même une bonne marge de kilomètres jusqu'à la ligne. À mon avis, ça va finir en sprint, en petit comité à 40-50 coureurs. Et ça va être magnifique quand on va voir la tactique de Guimard Faré, qu'on aura Anthony Roux qui fera 13e des mondiaux. Bref. Mais à la limite, je pense que l'élément perturbateur qui peut faire que les attaquants arrivent à se détacher, ça va être la pluie, clairement. S'il fait un temps dégueulasse, qu'il fait froid, que c'est des conditions apocalyptiques, comme adorent le dire les commentateurs, bah là on verra Tim Wellens qui va se barrer tout seul et qui ira gagner, quoi. Alors, La météo prévoit du beau temps. La météo prévoit de la pluie jusqu'à vendredi et du beau temps. ouais, alors enfin, attention parce que bon, là, spécialiste régional parce que je vis sur la même latitude que Bergen. Le temps, ça se dégrade assez rapidement parce que bon, il peut faire soleil à 10h, à midi il va pleuvoir. Donc et surtout la Norvège avec tous les fjords, le temps peut se dégrader très rapidement et même si la météo prévoit du soleil, il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas des averses qui peuvent passer de temps en temps. Depuis que les mondiaux étaient annoncés à Bergen, tout le monde est dans l'espoir que ça va être des conditions de pluie horribles. Hein. Tout le monde est motivé pour voir une apocalypse et voir ça. Mais bon, à voir. On veut de la neige. Oh non. Non, mais d'ailleurs, en plus, c'est un circuit en ville, sinueux, un peu technique. Donc ça peut y avoir de la pluie, des chutes, tout ça, ça va être marrant. Bon, après sur le regret qu'on peut avoir sur la sélection de Guimard, c'est qu'il amène absolument aucun sprinter. C'est-à-dire qu'on voit toutes les autres équipes amener effectivement potentiellement des punchers, etc., qui sont bien entourés, mais ils ont toujours une roue de secours avec un sprinter, voire même deux. Hein. Je crois que c'est les Italiens qui ont Viviani plus Trentin. Viviani, si c'est leur vrai sprint. Voilà, et Colbrelli aussi, ouais. Donc voilà, ils ont vraiment plein de cartes différentes. Mais nous, Guimard, non, Desmar, Bouhanni, ça n'existe pas, on n'en veut pas. Bon, voilà. Coquard. Oui, ou Coquard. Alors Coquard, est-ce qu'il était vraiment dans l'équation suite à ses déboires sur ces derniers mois? Je vous pose la question, mais qu'est-ce que d'ailleurs, au-delà du parcours, alors j'ai posé la question à Johan du parcours. Johan, maintenant, je te pose la question. Parcours, mais pourquoi pas également ta réflexion sur la sélection française de Guimard, si tu as un avis dessus? Alors là, Guimard, Johan justement il disait juste avant le podcast qu'il disait ne pas encore avoir prévu de tactique pour le mondial. J'espère que c'est un gros coup de bluff de sa part parce que vu comment sa sélection est hyper orientée autour de la Philippe et pour limiter la course, j'espère qu'il sait ce qu'il fait quand même parce que on doit être une des seules nations à ne pas avoir un sprinter, donc genre Desmar ou Perrichon qui aurait pu faire l'affaire pour assurer le podium en cas de course d'attente, quoi. Évidemment. Et c'est de plus en plus fréquent, donc je vois pas pourquoi ça coûte rien de prendre un sprinter, d'avoir juste un mec pour le protéger et d'avoir 7 autres gars pour faire la course devant, quoi. Enfin, je comprends pas. Desmar il est fatigué, je crois. Bouhanni peut-être pas au top. Enfin, Bouhanni est franchement pas mal parce que sur le Grand Prix de Plouay où c'était sélectif, il était dans le sprint. Au Grand Prix de Fourmi où il y a eu au moins une record, il y a tous les sprinters qui ont bâché. Lui, il était là, il a gagné la course. Donc franchement, il avait quand même la caisse. Hein. Bah voilà, du coup, raison de plus pour cracher sur Guimard. Ouais.
Bon, après, dans sa tête, on peut se dire que la réflexion qu'il a, c'est que il prend une équipe qui est censée durcir la course et espérer que ça se termine à un sprint à comité très réduit. Et là, Alaphilippe a une bonne Et là, pointe de à la vitesse. Philippe, Mais Ouais. Ouais, ça mais gagne, enfin, tout non. ça. Oui, Oui, voilà, il y aura c'est-à-dire Sagan, que il y aura Trentin, il y dans, aura... dans- Enfin, voilà, dans Van Aert, l'idée d'un sprint à 20-30 mecs, oui, je pense pas que Sagan, Trentin, etc. se fassent éliminer, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, au pire, ça Alaphilippe, sera- il va se retrouver face à Sagan, Trentin, Matthews, Colbrelli, ça va être marrant, quoi. Voilà, il décrochera une 5ème place. Au Voilà. mieux. Oui, c'est ça. Encore avec Katowski aussi qui peut venir le faire chier. Enfin, il y en a pas mal des gens qui ont une bonne pointe de vitesse, effectivement. À voir. Quelque chose à dire encore sur les championnats du monde? Peut-être les. Quelle est selon vous l'équipe qui a le potentiel pour vraiment cadenasser complètement la course? Qui serait la Sky au niveau des nationalités? Moi, j'ai À une petite- l'Italie. En Belgique. Ah, l'Italie. L'Italie, elle a une équipe franchement monstrueuse. Au départ, il y avait les dernières années, on parlait un peu de déclin italien, est-ce que l'Italie est toujours là? Mais alors là, cette année, ils se ramènent avec trois gros vainqueurs potentiels en cas de sprint avec Trentin, Colbrelli et Viviani, dont 2 qui peuvent même accompagner les attaques. La Ils question, ont, c'est est-ce que l'un va vouloir aider l'autre? Bah, le problème, je pense, c'est entre Colbrelli et Viviani, peut-être. Trentin, il est assez réglo en général quand même. Mais Est-ce que Viviani arrivera à tenir? Moi, c'est la grande question que j'ai à vous poser. quand bah, même. bah, franchement, il a gagné le Grand Prix de Plouay. Et c'est quand même une course qui est quand même relevée. Et en général, tu le gagnes ça, c'est quand même représentatif, quoi. C'est pas. Ah, mais Bah, c'est juste juste il n'y a pas aussi il y a pas autant de pourcentage que ce qu'il va y avoir, non? Bah, le Grand Prix de Plouay était limite plus dur que la course qu'on va avoir. Ouais. Oui, oui. Bah oui, parce qu'en fait, le Grand Prix de Plouay, t'as pas à mettre de plat, t'as des petits radars planqués, t'as tout ça. Donc, en plus, comme cette année, ça a été assez vite, même si ça n'a pas réussi à sortir le peloton. Et d'ailleurs, on le voyait dans la dernière bosse, il y avait un Vermaat qui attaquait, Van Vermaat dans la dernière bosse, au Grand Prix de Plouay, il était claqué, il a pas réussi à faire différence. Donc, ouais, non, Vianney, quand il a gagné le Grand Prix de Plouay, c'est pas anodin, quoi. Il est en super forme, là. Ok. Alex, tu parlais de la Belgique? Je trouvais que ils étaient plutôt bien rassemblés autour de Tim Wellens, donc c'est tout. Ah, tu crois que Tim Wentz, il va être leader? Ouais. Ah, moi, la Belgique, ça sent Ah le bon fail, mais à tous les étages, je vais avoir Van Vermaat et Gilbert, ils vont se marcher dessus, ça va être magnifique. Bah, Ah en oui, fait, j'ai oublié qu'il y avait le Greg problème, Van Avermaet aussi. le problème de la Belgique, c'est qu'il n'y a pas un gros leader, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tous à peu près le même. Parce que Van Avermaet, ça doit être celui qui est censé avoir les meilleurs résultats, qui est peut-être celui qui a la cote. Mais en tant que. Van Avermaet, c'est un super classic man, mais en tant que puncher, je vois pas ce qu'il a beaucoup plus qu'un Gilbert au niveau. Enfin, Gilbert, ils ont les mêmes profils. Gilbert passe peut-être mieux les bosses encore que Van Avermaet. Enfin, je sais pas. Il y a, Non, mais je la trouve pas Belgique, qu'il y a- s'il joue mieux que. Enfin, s'il joue mieux que l'an dernier, la Belgique, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas, quoi. Ils ont des mecs pour attaquer de partout. Ils ont Wellens, Benoît, et s'il pleut, ils ont un bonus plus 10 sur leur capacité, là. Enfin, pour moi, c'est une équipe où ils ont encore en plus le sprinter avec Naesen qui peut très bien faire un podium au mieux, au moins. Enfin, au mieux. Ah, voilà, au moins oublié lui podium, aussi peut-être dans voire dans victoire au l'équation. sprint. Mais ils peuvent se relayer à attaquer tout le temps. Enfin Mais voilà, après, faut juste qu'ils acceptent d'attaquer. Scénario de rêve sur les championnats du monde. Naesen attaque à 5 km, personne ne le suit, il finit tout seul et on a un maillot de champion du monde chez AG2R l'année prochaine. Oh putain, je signe direct, quoi. Quelle horreur. Bon, après, ah, putain. De suite, il y en a qui sont déçus, mais bon. Après, quand je disais quelle est la meilleure équipe, quelle est l'équipe qui pourrait cadenasser la course, je suis un peu d'accord sur le fait que l'Italie pourrait jouer ce rôle parce que l'Italie a des mecs pour jouer le sprint. En fait, j'ai plus l'impression que la Belgique, en fait, sera les mecs qui foutront le bordel parce qu'ils n'ont pas de vraies grosses. Enfin, Naesen, il a une bonne pointe de vitesse, Van Avermaet, il a une bonne pointe de vitesse, mais à aucun moment ils peuvent concurrencer Colbrelli, Trentin, etc. s'ils sont toujours là. Donc c'est la Belgique, en fait, ça va être les mecs qui vont. Mais si, vont attaquer de tous Van les côtés, Avermaet quoi. peut parfaitement régler un Colbrelli. Hein. Ah, Non, ouais, mais rien du tout. Hein. Van Van Vermaet, Avermaet, il va Van Avermaet, il est devenu imbattable sur les sprints à petits groupes, à 5-6, ce genre de choses. Mais dès que c'est un peu plus gros, quand même, il a une bonne pointe de vitesse, mais il faut pas exagérer. Quand il est face à des vrais sprinteurs, un Sagan qui est un tant soit peu bien emmené, ou un Colbrelli, pareil, qui a des mecs pour l'emmener, en termes de vitesse pure, Van Avermaet, il peut pas lutter quand même. Il faut quand même se le dire, je pense. Hein. Enfin, je sais pas si vous Je avez suis pas la d'accord. même idée, mais. Ouais, non, je suis pas Ah, trop je suis d'accord. Si, enfin, Alex, Van der Maat, il peut lutter quand des sprints qui sont en plein montant, genre à Québec ou Montréal, ça lui convient très bien. Mais là, à Bergen, ce sera tout plat, ce sera même. Il me semble les derniers kilomètres sont plutôt en full plat descendant, donc ce sera à grande vitesse. Et là, Van der Maat, il est limité par rapport au meilleur.
Moi, je pense que Van Avermaet peut parfaitement aller chercher une victoire si ça arrive en un groupe de 20 ou moins. Bah, tu vois, si ça arrive à 20, moi je vois plus que Keller que Van Avermaet, tu vois. Oula, que Claire, tu le vois passer? Ouais, je sais pas. Ouais, Ah bah, ouais. que Keller, Keller, il passe- il est un peu en forme au début de cette saison, enfin cette fin de saison, il est vachement en forme que Keller, hein. Très bien. Bon, bah alors, pour conclure sur la course en ligne, je vous demande juste votre podium chacun. Alors, c'est évidemment, personne n'a préparé, moi y compris, hein, donc ça va être comme d'habitude n'importe quoi, mais bon. Alors, normalement on fait les top 5, mais là on est sur les championnats du monde, donc la quatrième et la cinquième place ça sert à que dalle, hein, donc on oublie de ça de suite. Donc votre podium, votre pronostic sur les podiums de la course en ligne de ce championnat du monde. Je vous attends, qui est prêt à dégainer de suite? Moi. Alors vas-y, je te laisse la parole. Alors, vainqueur Tim Wellens, devant Boissenhagen et Gaviria. Putain, Alors, et ensuite, tu derrière, ça ça. de la Belgique et tu dis Wellens vainqueur. Ouais, en fait. J'avoue. En Non, fait, non, il mais dit- oui, non, mais tu je vois- crois- tu je vois crois- je crois pas, Wellens non, mais je crois vainqueur, pas et du tout en ensuite, l'équipe tu de mets en- Belgique. Par contre, je crois beaucoup en Tim Wellens, en fait, c'est ça, hein. Moi, Tim Wellens va gagner malgré l'équipe de Belgique, en fait. Ok, bon ben c'est noté. Alex Je cherche la start list complète. Ah, très bien. Bon, alors je te laisse chercher la start complète. Elle Je est sur le pars- forum, il me semble. Je pars vers Johan. Ah. Alors moi je vais dire Steven Ulissi Galopin en échappé. Mais vous êtes tous, en fait, vous avez tous parié sur un Belge champion du monde. C'est ouf, quoi. Non mais je vois pas le sprint, tu vois, je pense que les Belges et les Italiens ils vont envoyer des mecs devant, Galopin il va suivre. Ouais, mais à mon avis, il y a l'équipe d'Australie qui va vouloir rouler tout le temps parce que les mecs ils sont dans leur délire. Il faut gagner Matthews, faut gagner Matthews. Il y a même avec les féminines, ils se sont pris la tête parce qu'ils ont dit ah vous êtes toutes des nuls. Il y a que Matthews qui peut gagner une médaille. Et donc j'aimerais bien que Matthews ce soir, ce serait marrant, mais je pense que l'équipe d'Australie va vraiment vouloir tout faire pour un sprint. Et il me semble un peu faible l'équipe d'Australie pour canasser la course, quoi. Il faudrait qu'elle aide. Il faudrait qu'elle aide de l'aide, pardon. Le plus marrant, je trouve, c'est l'équipe de Colombie qui sont ramenés avec Gaviria en leader, mais à côté, il y a que des grimpeurs pour l'emmener. Tu te demandes ce qu'ils foutent là, quoi. Il y a Sergio Henao, il y a Nero Quintana. Attends, tu veux mettre qui à côté de lui qui est pas un grimpeur, quoi? Il y C'est-à-dire a que... Restrepo quand même qui a une bonne pointe de Ouais, tête. Restrepo. Oui. Il y y a a Molano. Quel est le Colombien que tu vois qui a un coureur capable, enfin un coureur de classique, un sprinter qui peut participer à des championnats du monde, quoi. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, je sais pas. Limite, j'aurais été chercher les pistards qu'ils ont et puis je les aurais. Ah, bien sûr, avec leur endurance de 2 km. Non, mais c'est-à-dire que. Après, Ouran, il passe partout quand même, il se débrouille bien sur les classiques, hein. Ouais, voilà, mais il y a que des grimpeurs parce qu'en Colombie, il y a que des grimpeurs. À part Gaviria et 3 jeunes là qui commencent à monter mais qui n'ont pas le niveau pour l'instant. Tu peux pas trop l'entourer d'autre chose que des grimpeurs, le Gaviria, hein. Il y a Pantano qui passe pas, enfin qui est un peu plus complet que la moyenne des Colombiens, mais sinon, pas grand-chose, hein. D'ailleurs, Pantano, il y a aussi. Ah bah, voilà. Et Restrepo, c'est un petit peu ouais, le seul qui lui aussi a montré qu'il savait faire 2-3 trucs quand ça pour aller un peu vite, quoi. Mais tu vas pas faire venir Molano ou ce genre de type, quoi. Ou Vargas. Molano, il y là. est aussi. Il y est Molano? Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ont pris Les- tout le monde, hein. Ils ont fait tous les points de tireur pour les Ah sprinters. ouais, ils font les fonds de Il y a tiroir. pas ouais, de bah, doublé. Il y a un mec qui s'appelle fidèle- Soto, je sais pas qui c'est. Donc, mon petit Alex, t'as ton chrono qui est prêt ou je passe au Ouais, mien? ouais. Non, c'est bon, Allez, je vas-y. l'ai. Allez, vas-y. 1 fais-moi rêver. Matthews, 2 Van Avermaet, 3 Sagan. Très bien. Il a fallu tout Ouais, ce temps donc- pour répondre à Sorry. ses favoris. Ouais, pour répondre à un sprint classique finalement, hein. Bon voilà. Moi, sprint classique aussi, moi je vous préviens. 1 Trentin, 2 Sagan, 3 Matthews. Très rapidement, le contre-la-montre, peut-être. Est-ce qu'on passe directement au prono ou vous avez quand même 2-3 trucs à dire? Peut-être juste signifier la particularité du parcours cette année. Qui c'est qui veut se lancer dedans? Johan, est-ce que tu vois la tête qu'il a le parcours à peu près? Ouais, il est atypique, c'est assez marrant. Bah, ça change, hein. Et puis, il y en a qui se plaignent que le parcours. Enfin, si je peux rappeler, du coup, le parcours c'est du plat et ensuite il y a une bosse de 3 km à 6-7% ou 9%, je sais plus. Donc c'est assez atypique. Il y en a qui se plaignent que le chrono est court. Il me semble qu'il est moins long que le chrono espoir et il fait que 30 km, je crois. Mais bon, ça change. Il n'y a aucune règle qui dit que le chrono des championnats du monde doit faire 50 bornes tous les ans. Tu vois, ça met en valeur différents types de coureurs. Donc, ouais, moi j'aime bien ce parcours. Et j'espère que Froome, pour être champion du monde, ça serait vachement stylé d'avoir Tour de France, Vuelta et championnat du monde la même année. C'est la première fois qu'il participe au championnat du monde, en tout cas du contre-la-montre, depuis un bon moment. Ou alors c'est sa première, Ouais. parce que Non, il a participé quand il était Kenyan, non?
Enfin, j'ai l'image de quand il se prend le photo au premier virage là. Non, le full ici. Ah, bah j'avoue que le parcours fait que ça fait clairement partie des mecs à pas sous-estimer. Mais est-ce que vous pensez que, enfin, outre les purs rouleurs, est-ce que vous pensez pas que des mecs, bon, Dumoulin, on sait que c'est pas seulement un pur rouleur, loin de là, mais des mecs comme Denis, moi j'ai noté quand même quelque C'est chose. un pur rouleur, Denis? Non, mais il y a voilà, plus de mais pur rouleur en fait. voilà, C'est c'est qui ça. les pur rouleurs du Ouais. peloton? Non, Denis, c'est pas un peu rouleur. C'est ça, Denis Castroviero, est-ce que vous pensez que c'est des mecs, on sait qu'ils sont capables de faire pas mal de faits, qui sont pas trop mauvais dans les bosses, sans être non plus des cadors, mais c'est des mecs qui savent quand même pas mal passer les bosses. Est-ce que vous pensez que ce genre de coureur va pas être handicapé par cette bosse? Est-ce que vous pensez que c'est le genre de coureur qui peut pourquoi pas briller? Par exemple, Denis, c'est typiquement son effort, une bosse de 3 minutes, une bosse de 3 km, pardon, ça lui convient parfaitement. Castroviro aussi. Pas besoin d'être grimpeur pour passer 3 km quoi. Par contre, ce qu'on peut dire, je sais pas s'il y aura un intermédiaire au bas de la bosse ou pas, mais je pense que le podium provisoire au bas de la bosse sera pas le même que le podium en haut, quoi. Donc il y aura quand même forcément un ou deux qui vont exploser dans la bosse finale, mais pas forcément parce que c'est pas des grimpeurs, juste parce qu'ils auront mal géré leur effort. Mais je pense que le chrono, ça va plus être des mecs comme Jos van Emden ou Kampenaerts ou même des coureurs un peu qu'on connaît pas trop, qu'on avait vu sur le championnat d'Europe, là, l'Irlandais et le Danois, dont j'ai plus les noms, là, qui Ryan ont plus, Mullen, Non, mais Ryan Mullen, il est pas sur la start list, donc ça va être compliqué. C'est Nicolas Roche qui est sur le. Donc voilà, donc je pense que c'est plus ces mecs-là qui vont subir un peu, qui vont engraisser Oui, voilà. face au. Mais je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas. À la limite, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un Valverde parce que sur un profil comme ça aurait fait être marrant. oh là là, ouais, je pense Pardon. que là, quand même, les kilomètres de plat avant, il aurait pris tarif sur des Dumoulin, etc. hein. Il n'y avait pas trop d'espoir à se faire de ce point de vue-là, quoi. Et alors, si, question peut-être intéressante, vous allez me dire, est-ce qu'on fait un changement de vélo au pied de la bosse? Oui. Bah oui, c'est 3 km, c'est quand même long, quoi. Hmm. Enfin, ça dépend si tu trouves un bon spot pour te changer de vélo, donc un endroit où c'est bien raide, où tu sais, tu t'arrêtes, tu te fais bien relancer comme un bâtard par le mécano. Par contre, pour en revenir à des noms plus connus, on n'a pas encore. T'as pas cité Tony Martin, non? Ah Bah, on a justement, dit qu'il sauterait dans la bosse. c'est ce Donc, que je vous avais dit. Est-ce On que a vous pensez- assumé que. Ah, Ah, Tony j'ai oublié, Martin, j'ai cru que c'était Tony Denis Martin, c'est Castrovilliero. c'est le profil intermédiaire entre les Campenarts et tout et les Denis et tout. C'est-à-dire que c'est le mec, c'est pas vraiment un grimpeur, mais on sait qu'il passe un petit peu les bosses. Mais Martin, je pense que, enfin, moi, je miserais pas trop sur lui quand même, hein, vu la bosse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Plus vu son année que vu la bosse, moi. Aussi. Mais bon, c'est le champion sortant, quoi. L'année dernière, on disait ça déjà, et puis il avait surpris. Les pronos, du coup, quelqu'un a son podium en tête là, que je pars directement sur lui. Le podium, carrément. Oula. Alors, c'est les championnats du monde du chrono, tout le monde s'en balance, à part du vainqueur. Le vainqueur, hein, on va faire plus simplement. Le vainqueur, Ah, moi, je suis prêt pour un podium. J'ai même le scénario en tête. ah bah alors, vas-y, on te laisse commencer. Disons qu'on va être le plus exigeant avec toi, et puis les autres, le vainqueur suffira, Ah, mais d'accord. vas-y, si t'as déjà tout prêt. En gros, au départ du contre-la-montre, c'est condition idéale, rien ne se passe. Du coup, on a un podium avec des no-name. Puis ensuite, il commence à neiger, les routes sont bloquées. Tom Dumoulin chute dans un ravin. Et au final, on a le podium avec une victoire de Valence Ndiaye du Rwanda, qui termine devant Hawaii Khan du Pakistan et devant Nathanael Beran d'Érythrée. Voilà. Quelqu'un a un scénario plus réaliste peut-être? Ou même un vainqueur plus réaliste, tout simplement? Johan? Bah, vas-y. Tom Dumoulin devant Chris Froome. Ah, donc Chris Froome rate de peu le triplé historique. Est-ce que ça serait historique? Il y a Sean Kelly qui a fait Giro, Tour, championnat du monde. Mais c'était pas pareil, c'était Giro quoi, c'était pas la Volta. Ouais, mais justement, ouais, la Volta, c'est pas une vraie course. Donc c'est pas- Allez, bim, c'est balancé ça. Allez, Johan, du coup, ton vainqueur potentiel du Juan championnat du monde? Denis. Ah oui, j'ai Chez lu Denis. Et puis chez les femmes, Annemiek van Vleuten. Et c'est un roi pour la course en ligne. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je confirme. Ah, tu rajoutes Denis dans mon prono aussi, devant Froome. D'accord, très bien. Indurain Benoît, en 95, il avait pas fait doubler Giro Tour, enfin Tour quelque chose. c'est possible, mais Non c'est-à-dire mais, que voilà. non mais en plus, non mais comment dire, les championnats du monde contre la montre, c'est vraiment pas vieux. Donc si t'as- Ouais, t'as pas non, mais tellement de stats, Indurain il a avec- gagné en 95. Non mais là, au lieu de balancer des trucs comme ça, hein, vérifie et balance ça. Sans déconner. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Oui, tout à fait. Le 8, je m'en souviens plus. Je ne sais pas. Il a gagné en 55 minutes 30 secondes devant Olano, Voilà. C'est ça. qui était à 49 secondes. Très bien. La qualité que tu veux.
Moi, mon prono, moi je vous dis victoire de Denis devant Kelderman et Froome. Voilà. Moi, je mise sur les mecs qui sortent de la Volta. Est-ce que Kelderman fait même pas le chrono s'il faut? Hashtag Denis. Si, il le fait. Si, il le fait. Ah, très bien. Bon, c'est bon. J'ai même pas vérifié avant de balancer le truc quand même. Voilà. Allez, Sinon, la réponse est non. Indurain avait juste gagné le tour. très bien. Ben, merci de cet éclairage. Du coup, alors, hot prono. Là, je veux faire un tour de table. Je veux que ça fuse de suite. Le contre-la-montre par équipe. Qui gagne? Johan? BMC, hein. De toute façon, il n'y a pas. Ok. Johan? BMC. Alex? BMC. Allez, ouais, ben, je vais dire Quick Step, rien que pour faire chier tout le monde. Peut-être à la suite, mec. On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est-à-dire que si tout le monde dit BMC, c'est pas drôle. Hein, je pourrais pas. Si je gagne, je pourrais fanfaronner au prochain épisode. Voilà. Nous, on pourra se foutre de toi. Et moi aussi. Bah, ça sera pas la première fois, je m'en remettrai, les gars, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, je pense que c'est le moment de conclure. On est clairement parti sur un podcast qui partait dans tous les sens, bordélique au possible. Je vous raconte pas le montage que j'ai à faire derrière. Hein. Du coup, c'est le temps du mot de la fin. Voilà, hein, le traditionnel mot de la fin. Donc allez-y, une blague non sensique, un bonjour à passer, une bagnole à vendre. Je vous laisse la main. Johan, je te laisse commencer. Il y a le cyclocross qui recommence, donc le vrai vélo revient. Donc allez voir le cyclocross. Voilà, le message est passé. Est-ce qu'il sera entendu? Bulot se sent seul sur sa. Non, il y a partie. des gens. Non, il y a des gens en plus qui viennent maintenant. Ça va. Hein. On était 3 la dernière fois. Je sais pas, Non, j'ai mais- jamais mis les pieds. Non, dans mais il cette y a partie des gens du qui me forum. demandent des informations spontanément et tout là. Non, mais en plus, c'est très sympa le cyclocross. Hein. Moi, je devais l'avouer, mais je vous avoue que je ne suis pas du tout. Mais je n'ai jamais mis les pieds dans cette partie du forum, je crois. À part Ah, une pareil, fois. hein. Moi non plus. Hein, mais bon. Ah, Bah, c'est si, pas pour forcément les une championnats- si tu vas pour les championnats du monde, comme à chaque Bah, fois. attends, tu préfères les Bastogne-Liège et pas les Roubaix, alors franchement. Hein, bon. Voilà. Ah. Attention. Alex, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu vas répondre à cette accusation terrible? Non, non. Donc, non, c'est au mot de la fin. Mais j'ai pas eu le temps de réfléchir, tu vois, donc. Mais oui, mais il faut Moi, de je la réfléchis spontanéité. lentement. C'est comme Ah, ça un podcast. Bam, bam, bam. Moi, je- Non, il était très spontané. Hein. Oui. Tu sais quoi, je vais faire un montage, je vais garder juste non en mot de la fin. Allez hop. Johan, ton mot de la fin? Non, je rappellerai juste que le J se prononce J, comme Johnny, jouet, et Johan. Très bien. Pas te faire foutre. Voilà. Moi de mon côté, comme d'habitude, mon mot de la fin, en fait, il sera introduire le prochain épisode du podcast, qui sera, je ne sais pas quand, hein, sincèrement. Ouais, donc on est au top de la prévision. Ah non mais j'ai annoncé dès la première minute de ce podcast que j'arrivais les mains dans les poches. Je viens de me lever il y a bon, maintenant ça fait 1h30, donc ça fait 2 heures que je suis réveillé, mais bon, je suis encore dans mon lit psychologiquement là, hein. Je vous préviens. Donc le prochain épisode, logiquement, ça sera à la fin de la saison. Je sais pas, à moins qu'on fasse un débriefing des championnats du monde, ce qui me paraît assez improbable, hein, on va pas se mentir. On se reverra Il pour faut- le Lombardia. Oui, Ouais, Tour de le Lombardie, etc. championnat du monde, et puis fin de saison. Quoi. Voilà, et puis les Campino aura gagné le transferts. Tour de Lombardie. Exactement, et puis quand Perry Oh là là. sera champion du monde, fait la totale. Bon, mais sur ce, il est temps de se dire au revoir, hein, et d'arrêter là le massacre. Hein. Alors, et là, je vous préviens, il y a des gens qui vont absolument détester cet épisode parce que c'est le bordel, et il y en a d'autres qui vont l'adorer parce que c'est le bordel. Hein. Donc voilà, salutations à ceux qui ont détesté et à ceux qui ont adoré. Hein. C'était l'épisode What the fuck de l'année. Donc à la prochaine, ciao. Ciao. Au revoir.